Bonsoir madame, bonsoir monsieur, le cercle des journalistes. Aujourd'hui, mercredi 28 novembre 2018. Nous sommes là, encore une fois, pour nous éclairer les lanternes. Vous savez que les journalistes, vous avez tous les informations, c'est vrai, mais les journalistes fouillent les informations et ils font ce que nous appelons l'investigation avant de vous donner des informations sûres et crédibles. Ils sont là autour du plateau. Nous allons donc parler cet après-midi de la CENI, de la HAC, de la Cour constitutionnelle. En fait, leur rôle, chacune de ces institutions dans la société togolaise ou dans la République togolaise, et surtout en période électorale, on peut grignoter des informations ici et là. Nous parlerons du HCROUN qui a également entamé depuis hier l'étape 2 de l'indemnisation des victimes vulnérables de 1958 à 2005. Nous allons aborder le sujet sur la formation que donne UNIR à ses candidats et puis à ses délégués. UNIR forme donc ses candidats pour les législatives. Nous allons aborder le sujet sur la dernière lettre de la CEDEAO qui appelle à la mise en œuvre intégrale de sa feuille de route et appelle par la même occasion à proscrire la violence au Togo. Nous allons décortiquer toutes ces informations, mais également la grande marche ou la série de marches que lance l'opposition togolaise à partir de demain. Pourquoi cette marche? Quelles seront ses utilités? Puis il y aura beaucoup de marches qui s'enchaînent le 29 et le 1er décembre. Voilà. Nous allons également dans cette émission, le cercle des journalistes, nous poser la question de savoir si véritablement les législatives du 20 décembre auront bel et bien lieu, puisque côté pouvoir, tout ira bien. Et ce qui représente l'opposition togolaise, ces partis sont nombreux, mais parmi certains partis politiques, il y a des rififis. L'exemple de Clé, dont le secrétaire général adjoint a jeté l'éponge. Tournée des émissaires du président de la République, Faure Gnassingbé, dans la sous-région le week-end dernier. La visite du président de la République lui-même à Accra au Ghana, chez son homologue Akufo-Addo. Que cherche exactement UNIR dans cette balai diplomatique et que fait aujourd'hui la C14 par rapport également à sa diplomatie pour pouvoir convaincre les présidents de la sous-région et de toute l'Afrique. Nous allons en parler dans cette émission. Et puis le site telegram228.com, ce site nous apprend aujourd'hui que 38 308 enregistrements multiples ont été donc dénombrés par la CENI et 33 825 mineurs ont été détectés et radiés par la CENI. Est-ce que ces chiffres faramineux ne montrent-ils pas que le recensement a été mal fait au Togo? Voilà autant de questions que nous allons poser à nos invités qui sont déjà autour du plateau. On va souhaiter la bienvenue à Félix Anoumou de Savi. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ernest Saï qui a fait donc les 50 km pour arriver à Niron. Depuis un certain temps, je n'aime plus qu'on m'appelle Ernest Saï, mais j'aimerais qu'on m'appelle au complet Ernest Hodonou Saï. D'accord. Donc, Ernest Hodonou Saï, voilà, bienvenue. Très bien, voilà mon identité. Bonsoir aux auditrices, bonsoir aux auditeurs, notamment à ceux qui nous écoutent de Vaughan. Je voudrais tirer un coucou spécial au doyen Koubak et Herman, notable au Palais Royal de l'Olamé. Voilà. Et on va souhaiter la bienvenue à notre confrère Justin Anani de Togo Vision qui a fait également les 50 km juste pour vous, auditeurs, et pour nous également, pour nous appuyer dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Marcel, bonsoir à tous les confrères et bonsoir à tous les auditeurs aussi. Voilà, nous allons donc très rapidement jeter un coup d'œil sur la presse togolaise, Liberté déjà, dans sa parution d'hier mardi 27 novembre, titré à la une, réforme constitutionnelle, élection, Faure Gnassingbé convoqué nuitamment à Accra, le régime sous pression des chefs d'État de la CEDEAO. Dans la lucarne, on lit la C14 appelle à de grandes marches nationales jeudi et samedi. Participation aux élections du 20 décembre. Le secrétaire général Peter Afododan juge la décision hasardeuse et dangereuse de son parti de prendre part aux législatives. Thomas Communauté également dit l'auteur applique-t-elle la loi de Jean-Baptiste? C'est l'offre créée. La demande s'interroge. Communauté qui est en même temps
l'ami personnel de Félix Anoumou de Savy, puisqu'il a eu la chance de se frotter à lui plusieurs fois et a suivi plusieurs de ses séminaires. C'est un gars que j'adore. Alors, l'alternative paru également hier dans les kiosques, titre Réforme politique, le RPT uni rattrapé par ses propres turpitudes. Enfin, c'est donc une question que se pose l'alternative. Nous allons donc en parler. Et puis la chronique sûrement de Monsieur de Savy, de ce journal. Didier de Savy, il faut préciser. Didier de Savy, voilà. La CEDEAO est-elle encore un syndicat du crime au Togo, s'interroge le confrère, parce qu'il estime que peut-être la CEDEAO ne fait pas assez et clairement en faveur du peuple togolais debout pour la lutte et pour sa libération. Liberté, paru lundi déjà, titré à la une, à la recherche de soutien à ces dessins obscurs, le pouvoir en lobbying intense dans la sous-région. On voit la photographie du chef de l'État nuitamment, saluer donc ses collaborateurs et s'envoler pour quelque part. La Caisse nationale de sécurité sociale, formation des DG, DAF, DRH, une anarque déguisée, désormais une taxe trimestrielle de 200 000 francs CFA contre 8 heures de formation. Eh bien, nous avons abordé ce sujet dans nos journaux. Et bien, si nous avons le temps, nous avons également abordé le sujet ici dans le cercle des journalistes. Le correcteur, paru dans les kiosques lundi, titrait aussi à la une « Guerre sélective contre la CEDEAO, fort le danger ». L'Éternel barqué dans sa mission lugubre d'enfumage, même en Mauritanie, le général a le sens de l'honneur. Dans cette parution également, vous pouvez lire Convention nationale de la jeunesse des FDR, des jeunes mobilisés contre la monarchisation du Togo. Aujourd'hui, en principe, je devais recevoir le président de la jeunesse des FDR, malheureusement. Eh bien, vous savez qu'il y a un mauvais vent qui souffle, un mauvais vent de santé, et il n'a pas pu donc effectuer le déplacement, mais ce n'est que partie remise. L'alternative apparue le 23 novembre titrait déjà « Réforme coup de force à l'Assemblée nationale, le RPT unir dans sa logique du chaos ». Nous avons abordé le sujet déjà, c'était mercredi dernier. Vers le report des législatives, c'est Fraternité qui, donc le titre, émet en photographie Jean-Claude Kassi-Brou par rapport à la crise togolaise. Réforme constitutionnelle, tous les regards tournés vers Fort Gnassingbé et le RPT unir. C'est la une du journal La Liberté paru le 23 novembre dernier. La manchette qui est parue quand déjà, je vérifie, aujourd'hui même, 28 novembre, titre à la une. Togo, le régime de régression nationale à l'épreuve de la rue. Tourment au sommet de l'État. Silence, ça se complique pour le fils d'Eyadema. Et on a en photographie le chef de l'État, Fort Esozina Gnassingbé, un regard bien fixé, la main gauche à la bouche, pendant qu'il y a une autre photographie de son papa, Feu Gnassingbé Eyadema, derrière ses verres, et les 5 doigts de la main droite fixés donc au front, pour dire tout simplement que quand il y a problème dans la maison, le premier responsable, le chef de l'État, doit réfléchir pour sortir le Togo de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Nous avons en fait la parution de Liberté d'aujourd'hui même qui a titré à la une rapport de la Banque de France sur la zone franc, le Togo dans une situation de risque accru de surendettement total. Waouh! Dernier virage vers les législatives, de l'électricité dans l'air et du tumulte à l'horizon. Le plan de Fort Gnassingbé et compagnie. Ça veut dire que nous pouvons lire donc le plan du chef de l'État dans cette parution. Voilà, donc autant de sujets. Mais pour démarrer, on a l'habitude de démarrer par le local. On veut vraiment rester en Iran avec l'aîné Félix Anoumou de Savy, qui est le chargé de communication du comité d'organisation de EPIECP de chaque année maintenant. Pique-nique pour clôturer en beauté Yakaeke 2018. C'est bien ça? Tout à fait. Et merci Tony. Et nous savons que la fête des EPIECP, pour certains, c'est juste lors de la pluie de la paix sacrée et puis le samedi, dimanche qui suit. Oui. Non.
c'est pas cela. Et vous avez vu que après la prise de la pierre sacrée, il y a des villages et aux alentours qui ont célébré. Aklakou a célébré, Anfouin, Zalivé, Zoulois et des villages et jusqu'à dans le canton d'Afayan, on célébrait aussi le EPEP. Dans le Vaud, EPEP aussi est célébré et tout compte fait, cette célébration dure 3 mois. C'est pour cette année-ci, le 13 décembre, que la célébration se termine avec la cérémonie de Vodou Diapou, retour des divinités à la mer. Mais, comme Glidji est et demeure la mère de toutes ces manifestations, donc Glidji va clôturer la série de pique-niques. Ça sera dimanche le 9 décembre. Donc le dimanche sur prochain. Et de ce pas, tous les chefs cantons, tous les chefs de l'ère Gain ont d'office été invités par le président du comité d'organisation et Togbe Genfio Alofa d'Agwegan. Et ça, et tout le reste est sous la direction de Genfiogan. Bien. Et ce jour-là, cette date-là, du grand pique-nique des gains, un pagne spécial à 2000 francs a été choisi, et tous ceux qui veulent participer à cette manifestation peuvent aller au palais royal de Glidji et demander à acheter le pagne. Comment on dit ça? À bord des cas? Oui. Oui, c'est le yard. La pièce. Non, la pièce. C'est la pièce. Oui, la pièce de pantalon, par exemple. Ou la pièce de chemise. Non, la pièce, la pièce avait 3. La pièce avait 3. Oui. Ok, à bord des cas, c'est ça. Voilà, donc. Peut-être que cette mesure n'est pas en français. Ok. Puisque le yard même, c'est en anglais. Voilà. Donc, la pièce de Aboton, donc, fait 6 000 francs. Hein? Donc, pour une femme. Donc, la pièce, ça fait 6 000, c'est ça? Oui. Voilà, la pièce fait 6 000. Donc, pour une femme qui veut en payer, elle paie 6 000 quoi. Pour les 3. Voilà. Mais pour nous, garçons, on peut prendre seulement un abord de car ou fini. 2 abords V. Et ça pourrait. Voilà. Et donc, je en profite pour inviter tout le monde à se préparer. Donc, le 9 décembre, c'est au niveau grand pique-nique à Glidji et à la place chez nous. Ah, à la place chez nous. Oui, c'est à chez nous que ça se fait. Ce n'est pas à l'affaire sociale ou bien dans la cour là-bas? Bon, affaire sociale, c'est chez nous. On est entre nous, quoi. Voilà, donc c'est Est-ce que quelqu'un qui nous écoute peut lui-même préparer son repas, venir en pique-nique à côté donc, de l'organisation? C'est vraiment même l'idée de pique-nique. Chacun prépare de la maison et vient avec ce qu'il a préparé. Mais ce fait aussi que des gens se mettent en groupe pour préparer et venir ensemble. Mais l'idée, c'est l'idée de tisser des liens, de partager encore des liens très forts ensemble. Voilà, de vivre mais ensemble. C'est une très bonne idée. Hein? Je ne sais pas, quel est ton avis sur le sujet? Tu es gain comme tout le monde, cher confrère Justin. Oui, je crois que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Ça se fait. Mais ça s'est estompé à un moment donné. Ça s'est estompé entre-temps, mais avec ce nouveau comité qui est en train de restructurer les choses à Glidji, ça devient de plus en plus dynamique. L'année passée, ça a été fait. Mais cette année-ci, c'est encore plus spécial. Voilà. Je crois que c'était l'année dernière, j'étais en foin, donc je rentrais à Lomé et j'ai remarqué l'attroupement, donc j'ai cherché à en savoir plus et c'est là où j'ai découvert qu'en réalité, pratiquement, c'est vraiment un festin qui en ce moment ne disait pas son nom. J'ai vu
les têtes couronnées, j'ai vu les prêtres vaudous, j'ai vu les adeptes, tout et tout. Et je me suis posé la question de savoir, bon, de quoi il s'agissait à l'époque. Et on me disait que c'est vraiment le pique-nique qui en fait clôture donc les événements de la prise de la pièce sacrée et tout. Et moi je me disais à l'époque que c'était vraiment une très bonne initiative. Donc si on peut encore rehausser l'éclat même de cette fête, ça serait une très bonne chose. Ouais. Je suis ravi d'apprendre que cette année encore c'est encore organisé. C'est l'occasion encore une fois d'appeler les filles et les fils donc de cette communauté, de se retrouver et de parler du développement de la communauté et de partager le mieux vivre. Je pense que c'est une très bonne initiative à saluer. Alors, cher ami Rodonou, je crois que nous ne pouvons que souhaiter bon vent à ce pique-nique pour qu'il grandisse et soit comparable, par exemple, à celui d'enfants. Non, en fait, tu sais, mes aînés ont déjà tout dit. Tout ce qui est bon ne peut qu'être apprécié positivement. Voilà. Et nous encourageons même les bonnes volontés à y mettre la main. C'est-à-dire, s'il y a même des sponsors qui puissent, disons, soutenir l'initiative, ce serait très bon. Ça ne peut pas manquer, surtout avec le PPK, ça ne peut pas manquer. Oui, merci beaucoup. Tony, pour clôturer, j'aimerais jeter des fleurs à notre grand frère Kani Messan, alléluia, qui a pesé de tout son poids pour réconcilier, pour appeler les uns et les autres à être ensemble, à partager le vivre ensemble et surtout à ce que les choses négatives soient enterrées à jamais pour que les choses positives puissent se répandre sur le peuple gay. Voilà. Alors, nous allons donc, compte tenu de la densité de l'actualité, prendre la parole chacun 2 minutes sur des sujets afin qu'on puisse élaguer tous les sujets, si vous le permettez. Allez, on va d'abord démarrer par nos institutions de la République. Je disais que la CENI, la HAC et la Cour constitutionnelle, on va en parler, surtout de leurs activités, leur rôle dans la République togolaise, mais surtout en période électorale. Je vais démarrer par notre confrère Justin Anani. Alors, la CENI joue déjà son rôle de supervision et d'organisation des élections au Togo. Il y a la HAC également qui a appelé les candidats à venir déposer en cette période électorale leur message. Et la Cour constitutionnelle qui a donné le ton, qui continue d'accompagner la CENI. Bon, comme vous venez de le dire, je crois que c'est le rôle qui incombe à ces différentes institutions en matière d'organisation des élections dans notre pays. Sauf que cette année, on note une particularité. La particularité suppose qu'en réalité, on doit revenir sur des questions qui touchent, des questions qui ont mobilisé le peuple dans son ensemble depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour, notamment les questions qui touchent les réformes. Et quand on parle des réformes aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous scrutez l'histoire même du Togo, c'est une question même qui ne date pas d'aujourd'hui. Et les accords ont été signés ici et là. Je dirais le dernier en date remonte en 2006, le 20 août, avec l'accord politique global, où il est recommandé à la mise en place d'un certain nombre de tests pour essayer de corriger ce qui a été mal fait ou ce qui a été toiletté, amputé en son temps. Mais malheureusement, depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, même avec l'implication de la CVJR, donc ces réformes sont restées lettres mortes. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui à ce que les acteurs qui sont impliqués à divers niveaux dans ces réformes-là puissent quand même pleinement jouer leur rôle. Et ça remonte sur la première question concernant le rôle même de la CENI. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que cette CENI est bien composée maintenant pour jouer pleinement son rôle. Moi, je ne pense pas, parce que lorsque vous prenez la feuille de route de la CEDEAO, lorsque vous prenez même le relevé de conclusion du comité de suivi de la CEDEAO en date du 23 septembre 2018, donc il est dit clairement de recomposer la CENI. Mais au jour d'aujourd'hui, cette recomposition tarde à venir. Ce qui amène à se poser énormément beaucoup de questions sur la tenue réelle et l'organisation même impartiale même de ce scrutin donc du 20 décembre dont on parle à tout de go. Mais en dehors de ça, il y a également une autre institution qui joue un rôle tellement fondamental. Je veux parler d'abord de la HAC avant de remonter sur la Cour constitutionnelle. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que même dans les revendications, on a parlé même des réformes. Donc des institutions qui touchent donc l'organisation des élections. Et quand vous parlez de ces institutions, il y a aussi la HAC qui joue un grand rôle. Maintenant, et quand vous scrutez dans les dernières périodes, même je dirais même depuis hier même, j'ai encore suivi la TVT avec le temps d'antenne qui est donné au parti au pouvoir, c'est parce que le parti est en train de recycler ses candidats pour la prochaine élection,
vous allez vous poser énormément de questions de savoir si réellement cette hack, si c'est une chaîne publique ou c'est uniquement destiné pour une formation politique. Donc on parle également de la recomposition de cette institution qui s'implique dans l'organisation des élections au Togo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais les journalistes sont recyclés, on demande aux journalistes de jouer pleinement leur rôle, mais sachant très bien que la question même qui fâche, la question même qui touche la vie de la nation aujourd'hui ne peut pas se dérouler sans pourtant impliquer les journalistes. Les journalistes forcément doivent trouver à dire. Lorsqu'on recommande à ce qu'on mette en œuvre donc la feuille de route de la CEDEAO, à côté de cela, on met ça de côté, on couvert l'organisation des élections. Peut-être on dit aux journalistes de ne pas en parler, que ce qui est important aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a demandé à ce qu'on aille aux élections et que l'essentiel, c'est d'amener le peuple, de diriger, d'orienter le peuple vers l'organisation de ces élections. Moi, je pense que là, il y a encore d'autres questions à poser. Merci. Maintenant, peut-être la dernière institution, minutes, oui. c'est la Cour constitutionnelle. Oui. Et cette Cour constitutionnelle, on a également parlé de sa recomposition. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné le ton et qui revient sur des communiqués au point qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau se situe par rapport au fonctionnement réel même de la Cour constitutionnelle. Et quand on tient compte de tous ces éléments, et quand on prend même les tests qui régissent même le fonctionnement même de ces institutions, lorsqu'on est en crise, lorsqu'il y a une feuille de route, lorsqu'il y a une institution supranationale qui pond donc une déclaration ou qui donne des recommandations ou des directives à suivre, je pense qu'à partir de ce moment-là, on met ces institutions, ces tests-là en veilleuse et on fait face à la feuille de route. Au jour d'aujourd'hui, cette feuille de route n'est pas appliquée. Et même la CEDEAO a encore sorti une déclaration, un communiqué à ce sujet, on va en parler dans l'émission. Je pense que c'est autant d'éléments maintenant qui amènent à réfléchir, à mener la réflexion sur un certain nombre de choses, notamment sur le bon fonctionnement et par rapport au suivi ou le rôle d'accompagnement que jouent ces institutions qui appuient aujourd'hui le pouvoir merci beaucoup dans l'organisation du Merci Justin, on ne va pas quand même porter un jugement sur ces décisions par rapport à leur mauvais côté. Nous savons que toutes les décisions ont un rôle, un cahier de charge à accomplir au fil de sa vie. Oui. Et je crois que toutes ces décisions, chacune d'elles accomplit joue son rôle. Mais oui, parfois, c'est vrai qu'on peut trouver à dire. Non, oui, le problème n'est pas que les institutions ne jouent pas leur rôle, mais seulement, c'est comme, je peux me poser la question, et à l'heure où nous parlons, sont-elles en droit d'agir comme elles agissent? Voilà. C'est le grand problème. Parce que, compte tenu de la fameuse feuille de route que tout le monde utilise et contre-utilise et à son gré, en réalité, quand nous voyons ce qui a été dit par la CEDEAO, c'est comme si le Togo a confié sa vie pour qu'elle soit gérée par la CEDEAO. Maintenant, disons, ceux qui sont au pouvoir, on voit que des fois, il arrive que leurs agissements contredisent ce qui a été élaboré sur la feuille de route. Les institutions qui doivent être remplacées ou modifiées suite à ce que la CEDEAO a dit, est-ce que cela a été fait? Ben, si la CEDEAO dit, et ceux qui sont au pouvoir ont même signé, ont été d'accord, qu'on doit restructurer, refaire, vous ne restructurez pas, vous ne refaites pas. Et pourtant, vous faites encore marcher les institutions comme si de rien n'était. Voilà le cas où ça devient incongru. Si nous prenons le cas de la CENI, par exemple, son président continue pas à travailler normalement comme si de rien n'était. Alors que, si nous lisons le compte rendu de la CEDEAO, il est dit que la CENI doit être restructurée, doit être refaite. Et que c'est à la CENI maintenant de faire sa feuille de route et d'organiser, comme cela se doit, les élections. Son chronogramme. Voilà, d'abord son chronogramme. Son chronogramme mais malheureusement, la CENI de Kodjona Katanga. Voilà, Kodjona Katanga, merci. Cette CENI-là travaille comme si
on ne lui a rien dit avant. Et on nous sort maintenant, comment on dit ça, une liste électorale sur laquelle on dit que ceux qui viendront après la CENI actuelle doivent marcher. Non mais c'est un peu difficile. D'accord. Donc c'est très un difficile. Peu, oui. Voilà votre avis sur les trois institutions dont nous parlons. Félix et chers confrères, redonnons Saï, Ernest. Oui, en fait, mes aînés ont tout dit. Moi, je peux ajouter ça que tout d'abord au niveau de la CENI, légalement, il n'existe pas de CENI au Togo aujourd'hui. Légalement. Parce que tout d'abord, la CENI, même de M. Kodjona, on dit en principe, la CENI, la durée de la CENI, c'est 1 an. Ils ont prêté serment le 5 octobre 2017, en principe en octobre passé. Maintenant, au-delà de ce qui se passe, et que les acteurs politiques se soient retrouvés le 23 septembre passé, et que le comité de suivi de la feuille de route ait pu écrire noir sur blanc que cette CENI doit être recomposée paritairement, mais il faudrait que ces gens-là se retrouvent pour que une CENI puisse réellement exister. Il n'existe pas de CENI au Togo aujourd'hui. Ce qui est en train de travailler là, ce n'est pas une CENI. Hein, ça, c'est un groupe de hold-uppers, si je peux les appeler ainsi. Hein, ceux qui sont là pour opérer le hold-up. Maintenant, pour la hack, vous savez, le problème des institutions du Togo, c'est que quand vous lisez les tests, hein, tout est bien écrit en blanc, noir sur blanc. Mais c'est l'instrumentalisation qu'on fait de ces institutions, la clochardisation de ces membres-là. C'est ça qui pose problème. On dirait que c'est des ailes marchandes du parti au pouvoir. Hein, parce que quand vous agissez, vous vous rappelez les différentes dérives de la TVT ici, mais la RAC ne s'est jamais auto-saisi pour dénoncer quoi que ce soit. Mais il y a de cela moins d'une semaine, il faut voir ce qu'ils ont écrit, envoyé. Moi, j'ai eu honte pour la RAC, hein, ce qu'ils ont envoyé à RFI par rapport sur Peter Dogo. Aux différents reportages de leur correspondant, Peter Sassou Dogo, Togo. Mais j'ai eu honte pour la CENI du Togo, pardon, pour la RAC du Togo. Maintenant, en ce qui concerne la Cour de constitutionnelle, n'en parlons même pas. Hein, une cour qui viole allègrement à tout moment tout ce qu'il y a comme loi dans le pays. En principe, si on était dans un pays normal, malheureusement, il n'est pas là pour que je paie le droit d'auteur. Si on était dans un pays normal, c'est à la Cour constitutionnelle de siffler la fin de tout ce qui se passe. Arrêtez tout ceci. Tout le désordre. Tout le désordre qui se passe actuellement. Mais bizarrement, c'est cette Cour-là qui cautionne, en violant même elle-même des lois. Je prends un exemple. L'article 223, je dis du code électoral actuel, puisque le code électoral du Togo, c'est le document qui a été le plus manipulé, toiletté dans ce pays, plus de 13 fois. L'article 223 dit que la Cour constitutionnelle publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque CELI. Bon, il y a plusieurs alinéas, si vous voulez, on continue. Ok. Monsieur, mon frère Tony. 25 jours avant le scrutin. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il existe également des CELI au Togo? Puisque la CENI même n'existe même pas. Ça fait deux. Voilà. La Cour constitutionnelle a publié les listes quand? C'était le dimanche passé. La liste des candidats. Le dimanche passé, c'était quelle date? Le dimanche passé, c'était le 25. Le 25. Bon, du 25 novembre au 20 décembre, date prévue pour les élections, et à laquelle tient Mordicus le pouvoir. Décompté, voici, ça fait 25 jours. Et une cour constitutionnelle qui se permet de violer, c'est-à-dire cet article-là, en publiant la liste à moins de 25 jours. Alors que c'est bien dit au plus tard. On ne peut pas excuser la Cour constitutionnelle pour dire que nous sommes dans une période exceptionnelle. Oui, non. Donc, voilà. Une période exceptionnelle, des faits exceptionnels. C'est parce que nous sommes dans une période exceptionnelle qu'aujourd'hui, les terres du Togo doivent être mises en veilleuse au profit des propositions faites par la CEDEAO. D'accord. Alors, vous avez abordé le sujet, et puis il y a un sujet également que je voudrais aborder. Pendant qu'on préparait l'émission, j'ai pris un certain nombre d'articles comme ça pour vous soumettre à votre appréciation. Et à l'article 218 qui dit « Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »
Alors, est-ce que cet article Oui, est respecté au Tony, Togo? je suis bien placé pour répondre à cette question. Oui. On en avait discuté ici en 2013. Quand vous prenez aujourd'hui les différents candidats du parti au pouvoir, c'est ceux qui ont les régies de recettes de l'État. Hein? On peut prendre des exemples. Quand vous prenez les lacs, M. Kapou est le directeur de l'ARMP. Il ne travaille pas, il n'est pas député à l'Assemblée nationale. Il a été élu, c'est son suppléant qui Il travaille. ne devait même pas être candidat. Voilà. Il ne devait même pas être candidat. Vous prenez M. Afo Dejiacha, directeur de Togocel. Vous prenez M. Outancha, directeur de SAFER. Vous prenez M. Mais Ils sont pleins. Hein. Mais ils sont pleins. Partout, c'est eux. Et Non, ceux qui ont les régies de recettes de l'État. Je crois que tu as abordé le sujet, puisque c'est l'article 207, j'ai répertorié ce matin, quand je préparais l'émission, on dit « sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les 6 premiers mois qui suivent la cessation de cette fonction à celle-ci, le trésorier payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise, les directeurs des douanes, les chefs de bureau des douanes, les préfets, les sous-préfets, les officiers et grades de la gendarmerie, les commissaires et officiers de police, ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées, la gendarmerie, les soldats, agents de police, les magistrats des cours et tribunaux. Voilà. Donc, les lois sont très, très, très belles faites au Togo. Monsieur, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ça. Mais on fait le contraire. La Cour constitutionnelle cautionne cela. Et les tests sont là. Donc, on dirait que nous sommes dans un pays de 2 poids, 2 mesures. On fait comme selon la tête du client. Que vous soyez de l'Uni ou bien de l'opposition, on vous tranche. La loi, c'est comme ça. Hein, aujourd'hui, quand vous prenez tout un territoire, il n'y a pas de préfecture où il n'y a pas de candidat pour unir qui ne soit à la tête d'une régie de recettes de l'État. Et eux tous et quand vous prenez même les responsables du parti, c'est là où il y a l'argent. Hein, c'est ça. Pas l'argent pour unir, hein, pour l'État togolais. Donc on dirait que, comment l'appelle-t-on, les richesses de l'État sont dans les mains d'un seul parti politique. Mais c'est ça le problème. Donc, et vous parlez de cour constitutionnelle qui valide, hein, une cour constitutionnelle qui valide de la liste de candidats qui sont frappés par les articles 207 et 208 du code électoral. Mais on a quelles institutions dans ce pays, mon frère Tony? Tony, vous prenez le code électoral aujourd'hui, il y a plein d'articles qui sont systématiquement violés. Dans ce que nous observons aujourd'hui, dans l'organisation de ce scrutin. Là, aujourd'hui, nous sommes préparés à venir avec le code électoral toiletté. Oui. Et nous sommes en train de lire les articles à nos auditeurs. Enfin, prenez le temps peut-être demain si vous avez le temps. Pardon, il faut garder ta pensée. Tony disait, en 2012-2013, lorsque vous avez toiletté le code électoral, vous savez combien de jours étaient retenus pour faire sortir la liste des candidats? C'était 18 jours. Mais en voulant couper l'herbe sur le pied du CST, parce qu'ils voulaient prendre le CST de coup et le groupe 47 de coup, ils ont ramené ça à 25 jours. Comme quoi ils ne pouvaient pas être prêts dans les 25 jours. Pour participer. Voilà. C'était leur jeu. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est pourquoi on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Vous prenez même le test relatif à la convocation du corps électoral. Mais il est dit que bien avant la convocation du corps électoral, il faut forcément l'affichage. Non, il ne faut même pas dire ça. Est-ce que le corps là existe? Non, d'abord l'étape. Moi, je veux parler des étapes. Très bien. Avant d'avoir le corps électoral. Vous venez de lire un article comme quoi c'est un confrère qui a publié quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on arrive à enlever les doublons? Il y a l'honorable député Christophe Tchao, président du groupe parlementaire, venir à l'Assemblée nationale, qui disait, je crois, samedi dernier ou vendredi dernier, sur une chaîne de télévision de Lomé, que le corps électoral n'a pas encore été convoqué. C'est une aberration. Beaucoup de Togolais étaient tombés des nues. C'est une aberration. On a dit que le chef d'État a pris un décret et convoquant le corps électoral pour le 20 décembre. Voilà. Et son débatteur en face de lui, François Kampativ, était tombé des nues. Ah mais voilà. Mais pas lui seul. Tout le téléspectateur qui était. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Je suivais même l'attaché de cabinet du ministre de l'administration territoriale sur la TVT hier nuit, parce qu'actuellement ils sont à l'intérieur du pays. À l'intérieur. Oui. Il faisait des déclarations, je me suis tombé des nuits, je n'en revenais pas.
Le ministre Payadoua Boukossi de la dimension territoriale vante toujours les tests pour dire que les Togolais ne lisent pas et que même les leaders de l'opposition ne lisent pas les tests. C'est seulement voilà ce que disent les tests. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être on va rentrer dans le vif du sujet, dans le débat tout à l'heure. Oui, on va rentrer dans le débat. Là, nous sommes... Et vous allez comprendre que on est en phase systématique de la violation pratiquement des tests qui sont impliqués dans l'organisation des élections au Togo. Même les institutions. En principe, même ces tests-là, il y en a même qui devaient être mis en veilleuse compte tenu de l'intervention de la CEDEAO. Voilà. Aujourd'hui, si les textes sont violés et Félix de Savie, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous sommes dans une période exceptionnelle? Parce que là, on ne peut plus en tenir rigueur à la CENI, à la HAC, au gouvernement. Ah non, on doit tenir rigueur. Et j'avais dit ici, depuis des années, peut-être tu t'en souviens, que en période de crise, on laisse les tests de côté. Les tests tu l'as toujours dit. C'est toujours comme ça. Oui, c'est standard. Et ce sont les négociations, les éléments qui sortent des négociations qui prévalent sur tout le reste. Et c'est ça qui agit. Et ça tient lieu de loi supranationale. Voilà. Supranationale. Puisque nous en parlons, il y a Telegram 228 qui est le site qui dit qu'il y a eu dédoublonnage du fichier électoral, 38 308 enregistrements multiples et 33 825 mineurs détectés et radiés par la CENI. Et pourtant le même samedi, ça veut dire... le président du groupe parlementaire uni disait sur New York TV qu'il n'y a jamais de mineurs enregistrés, enrôlés. Oui. Et il n'y a jamais de mineurs enrôlés au Togo. Et le lendemain, on dénombre 33 825 qui ont été radiés. 33 825. C'est ce qu'ils ont déclaré. Félix de Savie a la parole. Ça veut dire que l'opération d'enrôlement n'a pas été claire? Et moi, je suis content que l'on puisse... et parler de tout ça avant qu'on puisse parler peut-être d'une élection possible. Ça montre combien de fois le régime qui nous dirige joue au faux. Je n'ai pas dit qu'il est faux, mais il joue au faux. Mais comment est-ce que dans un pays... Non, le régime est bien, mais joue le faux. Voilà, je mets bien joue le faux, quoi. Voilà. Il joue le faux. Si je dis qu'il est faux, peut-être que je suis en train de les insulter. Il a de faux. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Et on a parlé ici des mineurs qui ont été enregistrés. Même des gens les ont montrés sur les réseaux sociaux. Mais on a toujours demandé les preuves. Voilà. Et les preuves sont là, on demande encore les preuves. On a vu des enfants pleurer parce qu'à 5 ans, ils ne peuvent pas rester devant ces machines. Pleurer de peur devant ces machines-là, on dit non. Oui, et Christophe Tchao l'a vigoureusement dit sur le plateau de cette chaîne. Même le ministre Bavara. Oui. Même le ministre Bavara. Oui, au cours de la conférence de presse du gouvernement. Mais il y a même des représentants du parti UNIR qui ont démenti ces choses-là. Voilà. Et voilà. Et voyez-vous, moi, je suis vraiment scandalisé quand je vois qu'il y a de ces faussetés et que dans des pays, disons, normaux, ces gens qui déclarent une chose et leur contraire, en principe, on doit les démettre. Merci. Alors, Justin? Tony, avant de remettre la parole à Tony là. À Justin. Oui. Par rapport aux chiffres que tu viens de communiquer, encore faudrait-il savoir que ce n'est pas encore les résultats de l'audit des experts. Non, ça c'est la CENI. C'est là où je voudrais en venir. On va aller un à un. D'accord. C'est-à-dire c'est cette CENI encore non complète. C'est la CENI togolaise. La CENI togolaise non complète actuelle. S'il vous plaît, c'est pas la CENI togolaise, c'est la CENI UNIR, s'il vous plaît. La CENI togolaise, c'est une CENI du Togo. Parce que ceux-là qu'on a, les 8 restants aussi sont des Togolais. S'il te plaît. Commission électorale nationale indépendante. C'est pour le Togo. C'est pas encore national. C'est le nom qui porte l'institution. Maintenant, la question de savoir est-ce que réellement elle est vraiment nationale et indépendante. Elle est nationale et indépendante. Parce que je fais observer chaque fois qu'avant d'en arriver à ce stade aujourd'hui de parler d'une commission électorale nationale indépendante, c'est parce qu'à un moment donné, on a constaté une crise. C'était la commission électorale nationale. Et même avant, c'était le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. C'est parce que maintenant, pour essayer d'habiller ça en institution qui co-organise avec le gouvernement,
mais c'était la Commission électorale nationale. C'est parce qu'à la suite de la crise de 1998, au moment où Mme Awa Dabouya devait proclamer les résultats, et qu'elle n'avait pas pu, avec tout ce qu'on a connu par la suite, et en lieu et place, le général Seyi Memen qui s'est substitué au président de la commission qui a publié. C'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé même de la rédaction d'un nouveau code électoral. Et d'où l'idée est venue d'avoir une commission électorale nationale indépendante. Où avec les formations politiques, les représentants doivent siéger et avoir l'heure de regard par rapport à ce qui se faisait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tout au long, et mon frère Enes faisait l'observation tout à l'heure, le code électoral que nous avons ici, c'est le seul code du Togo, dans l'histoire du Togo, qui a suivi trop de tripatouillages, de modifications, 13 fois. Et quand vous prenez même le même code aujourd'hui, c'est ce même code-là qu'on viole allègrement. Je voudrais même, si vous permettez, aborder le volet procuration, vote par procuration au Togo, l'article 108. Vous savez, habituellement, nous sommes sur les lieux de reportage pendant les périodes électorales. Parfois, on est observateur, etc. Et Félix Anousabi et moi avions souvent été confrontés à ces choses-là. Vous voyez souvent les forces armées togolaises qui débarquent pour dire que, bien, nous sommes venus pour voter au nom de nos collègues qui sont en mission, etc. Et une personne peut venir avec 50, 40, 60 procurations. Mais la loi dit, l'article 108 parle de la procuration. Mais derrière, je crois, l'article 111. Si tu permets, tu peux lire l'article 111. Je lis 108 et je lis 111. Bon, pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre. D'accord. Voilà, sinon, 111, on dit qu'aucune personne ne doit venir avec plusieurs procurations. Voilà. En fait. Pas au-delà de deux procurations. Enfin, si j'ai une idée, vous me mettez article 108 du Code électoral. Peuvent exercer leur droit de vote par procuration les électeurs appartenant à l'une des catégories suivantes: les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et forêts, et plus généralement les agents publics absents de leur domicile le jour du scrutin pour nécessité de service. Les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin. Les malades hospitalisés ou assignés à domicile, les grands invalides ou infirmes, les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent. Article 111 dit ceci: chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration. Voilà le problème. Si on parle de mandataire, est-ce qu'il fallait dire mandataire civil ou militaire? Non, mandataire c'est mandataire. Tony, vous savez. La loi est impersonnelle. Oui. Vous savez, ça dit que. Comme les militaires, tout à l'heure, j'allais aborder un problème par rapport à l'indépendance de Saint-Séni et va donner la parole à Justin. Aujourd'hui, les langues se délient. Je ne sais pas si vous avez suivi ce matin le vieux Jean-Claude Romao ce matin sur Radio Victoire, si j'ai bonne mémoire. Mais ça disait tomber des nues quand Romao nous dit aujourd'hui, celui-là, on sait quel rôle il a joué. Je vais parler de Jean-Claude Romao de l'UFC, ancien vice-président de la CENI, qu'on a déchu l'autre fois lorsqu'il s'agissait de faire le verre remplacé par les représentants de la C14. Jean-Claude Romao qui nous dit aujourd'hui que à la CENI, ils n'ont jamais eu la main libre pour travailler. Et que quand vous dites d'aller à gauche, il faut aller à gauche. Voilà. Quand vous dites d'aller à droite, il faut aller à droite. Et c'est lui qui a dit ça aujourd'hui sur Radio Victoire. La bande est là. La bande est là. Sur Radio Victoire. Et que, c'est-à-dire que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, celui-là puisse tenir de tels propos. Et puis, il a reconnu qu'on a fait venir des mineurs qui se sont fait enrouler. Et pourtant, celui-là était là-bas, il n'en a jamais parlé. Quand au moment où on évoquait, on révélait que des mineurs se sont fait enrouler à l'intérieur du pays, c'est parce qu'ils étaient accompagnés et d'autres parmi eux pleuraient. Et il se permet de faire transmettre aujourd'hui son impuissance en tant que vice-président pour prendre des décisions au sein de la CENI. Et que c'est le président et le pouvoir qui pilotaient tout au niveau de la CENI. Et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. On dit que cette CENI est indépendante. Indépendante. C'est une commission nationale
comme le dit Tony, une commission nationale indépendante. Merci beaucoup, on va évoluer. On va parler maintenant, puisqu'on va aborder le volet élection. Est-ce que les élections législatives du 20 décembre peuvent tenir au Togo? Le pouvoir va aux élections et prépare les autres partis politiques de l'opposition, à l'instar de Clé, MPDD, l'ancien OBU, le NET et le MRC ont déposé leur candidature. Il n'y a pas que, il y a l'UFC aussi. Non, avant d'en arriver là, parce que nous qui sommes de la communication, nous sommes qui sommes des journalistes, nous avons également notre rôle à jouer. Parce que quand vous prenez même le code de bonne conduite du journalisme ou du journaliste, dont il est question aujourd'hui à travers les ateliers, les séminaires qui sont organisés là, même ceux qui animent des émissions interactives, on leur demande de cadrer tout et tout, de ne pas faire ceci. Maintenant, il faut bien se tenir dans le bus. Je prends le premier article qui dit ceci, et ça m'amène peut-être à me poser beaucoup de questions. On dit que le journaliste doit avoir un planning des activités électorales qu'il entend couvrir. Il n'aborde son sujet qu'après avoir fait des recherches ou des enquêtes. Il doit avoir une bonne maîtrise des règles du jeu électoral établies par le code électoral et tous les tests d'application. Déjà, nous relevons les manquements. Nous relevons des manquements. Maintenant, on dit en période électorale de ne pas en parler. C'est ce que ça voudrait dire. Taisez-vous. Taisez-vous, voilà. Il ne faut pas en parler. Maintenant, on dit le joueur doit avoir le planning de son travail. Au même moment où la campagne est lancée, il y a d'autres qui sont contre le processus électoral qui demandent à manifester. Après de ce moment-là, le journaliste doit choisir. Il est libre, il est indépendant de choisir. Il ne travaille pas pour un média ou des médias publics pour dire que forcément je vais aller couvrir la campagne. Non, mais c'est des médias publics. Il faut mettre distinction entre médias publics et médias d'État. d'État. Ah oui. Si c'est pour des médias d'État, d'accord. Oui. Mais médias publics, tu es également libre. Voilà. Maintenant, dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut parler de médias publics au Togo? C'est ce que je dis. Voilà. Il faut mettre C'est autant d'éléments. Maintenant, vous posez la question de savoir si les élections peuvent-elles tenir au Togo quand on voit un peu les mouvements qui s'opèrent? Si vous voulez mon avis, au commencement de cette histoire de l'imprécation de la CEDEAO, je ne donnais pas de crédit. Je mettais toujours ma position. Et je dis que la souveraineté appartient au peuple, il revient au peuple togolais de renverser la tendance. Et pas plus que aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être vers la fin, j'attends d'autres informations, on va essayer d'en parler. Et en dehors de ça, les partis qui se réclament de l'opposition, on prend le NET qui se réclame de l'opposition. Le MRC. Le RMC. Le NET a toujours affiché ses intentions d'aller aux élections, quoi qu'il arrive. Hein. Qui se réclame de l'opposition. Oui. Bien que les conditions sont actuelles. Mais entre-temps, le NET a dit qu'il est un parti charnière, un parti centriste. Centriste, voilà. Oui. Et même la dernière fois, son président a sorti 5 recommandations. Voilà. Si les 5 recommandations sont correctes, ils pourront aller aux élections. Il demande d'abord les réformes constitutionnelles. Et son secrétaire général, qui a assisté à la cérémonie de positionnement des candidats sur le bulletin de vote au siège de la CENI, l'a également rappelé M. Amégan. Il dit, bon, oui, c'est bien, tout s'est bien passé, mais nous voulons les réformes avant d'aller aux élections. Voilà. Alors, on lui a demandé si jamais il n'y a pas réforme. Ils disent, bon, de toute façon, le NET est engagé à aller aux élections. Voilà. En dehors de ça, vous parlez d'une formation politique clé. C'est une formation politique depuis, moi, je porte tellement de réserves, je porte de gants pour analyser sa position. Sincèrement. Qui apparaît, qui disparaît. Ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Parce que malgré tantôt. son soutien récent au Cap 2015. Oui, tantôt on parle de Dieu, on parle de la religion, on demande au peuple d'attendre que c'est le Dieu qui va faire. Tantôt on dit, voilà. Ça dit que c'est un parti, moi, à mon avis, je n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, ce parti a encore envoyé ses candidats. Et dans la structure fonctionnelle même de ce parti, il y a problème. Le secrétaire dit qu'il n'est pas d'accord parce que depuis toujours, la position du parti n'est pas d'aller accompagner, unir, à aller à une quelconque élection. Le secrétaire général adjoint du parti aussi envoie sa démission. Et il y a tout un problème autour du parti. Et voilà, c'est le vice-président aujourd'hui qu'on a reçu sur une chaîne aujourd'hui qui tente maintenant d'expliquer. À un moment donné, il dit qu'il est religieux. Que maintenant, il ne faut pas mener le combat, il ne faut pas aller marcher parce que ça fait en torsion à l'économie et que c'est Dieu qui va faire. Dieu va faire quoi? Non, c'est Dieu. Ça dit qu'il ne faut pas aller même au Parlement. Si je le comprends bien, alors qu'ils sont déjà candidats pour les vraiment s'amusent avec ce peuple. En dehors de ça, vous prenez un parti comme le MPDD, c'est ça, non? Le Obu qui devient MPDD avec Agbeo Mekodjo. Mais moi, je l'ai écouté, mais moi, je dis, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit de ne plus parler de certaines personnes et les gens pensent qu'on a oublié. Mais c'est curieux. Ce sont des gens qui sont derrière.
quand vous écoutez Agbeyome parler, Oui. Ses propos sont en déphasage avec son tout vice-président à fait. Gérard Adja. Et en dehors de lui-même, ce qu'il avait dit entre-temps, par rapport aux réformes politiques, par rapport à la position de son parti, parce que c'est un parti, à un moment donné, ils ont constaté qu'au but, ça ne peut plus faire l'affaire, il faut changer au but en mouvement et tout et tout. Maintenant, il dit aujourd'hui que ce qui s'est passé en 2002, donc ils vont à ce scrutin pour faire le blocage, ou constituer une minorité de blocage pour ne pas permettre au parti au pouvoir d'opérer les réformes. D'être monocolore. Voilà, d'opérer encore les réformes comme il le pense. Mais je fais également observer qu'avant de modifier la constitution de 1992 en 2002, M. Agbeyome Kodjo faisait partie de ceux qui étaient au Parlement. Il était ceux qui étaient... Mieux, Agbeyome dit ici, mieux. Le texte à étudier est celui de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO à l'Assemblée nationale. Il dit ça encore. Il y a eu une confusion. Tantôt, on parle de l'amendement de ce texte. On dit non, on doit amender, c'est parce qu'on a été député à l'Assemblée que l'Assemblée doit... Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà. Par rapport... Maintenant, la question, est-ce que les élections du 20 décembre peuvent-elles tenir? Est-ce que les élections du 20 décembre peuvent se tenir? Vous savez, tu as oublié que M. Abbas Kabo est candidat dans Daï. Hein. Il est candidat au niveau de Daï. De Daï. Lui-même? Oui, il est sur la liste de Daï. D'accord. Et il y a le net même qui... Et pourtant, il est né dans le Wawa Abad. Et le net de Jerry Tamam qui, au lieu d'être candidat dans De Felgou, est candidat dans l'Est Mono. Donc, non, ça dit que moi, je l'ai dit dans une chaîne. Moi, je connais très bien l'Est Mono pour avoir passé au moins 8 ans. Je sais qu'il y a une grande colonie Losso. Et puis après à El Abagno, à Kosikopé, où il y a les Losso et les Kabiers qui se disputent la chefferie au détriment des autochtones qui sont les Ifé de Mauritanie et de América et de Koutaouaya, tout ça. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Les halogènes qui sont là. Si les élections peuvent tenir le 20, bon, en fait, moi, je suis pas dans une logique d'élection pour le 20 décembre. Permettez-moi de conclure. Je conclue pour dire tout simplement que j'étais dans une émission, je m'amusais, je me dis, à un moment donné, par rapport aux informations que moi j'ai à ma possession, les résultats de ce scrutin sont déjà connus. Les résultats sont déjà connus et les gens n'ont pas cru. On s'achemine vers ce terrain-là. Maintenant, par rapport à la tenue même du scrutin le 20, mais moi, à mon avis, je ne pense pas. Parce que lorsqu'on va rentrer dans les détails par rapport au communiqué que la CEDEAO a encore sorti cette semaine, les deux communiqués d'ailleurs, parce qu'il y a un qui parle de son indignation, qui demande au parti de... Ce qui est un peu diplomatique. Qui est un peu diplomatique. Et il y a l'autre également qui fait cas de l'article 60. Du travail qui a été fait par l'espèce de la CEDEAO. Peut-être on va encore en parler. Peut-être c'est ça qui pousse ce matin Agbeyome Kodjo à dire qu'il faut étudier plutôt le test de Est-ce que les élections peuvent se tenir le 20? C'est vous qui avez la parole après. Est-ce que les élections peuvent se tenir le 20 décembre prochain? Tout d'abord, moi, je suis dans une logique d'élection pour le 20 décembre. Ça fait de maintenant, pour ceux qui sont dans cette logique. Mais ça, c'est toi, c'est unir. Oui, maintenant, pour ceux qui sont dans cette logique. J'attends voir la direction du ministre Bawara qui a crié sur tous les toits que dans tous les cas, il y aura des réformes avant les élections. Il a mentionné cela à maintes reprises. J'attends voir ceux-là qui se disent candidats aujourd'hui des partis de l'opposition, anti-CRIF. Mais il y a clash déjà, comme on l'a évoqué, à Clé. Et qui disent... Son secrétaire général adjoint a démissionné. Non, d'abord, c'est le secrétaire général lui-même. Le secrétaire lui-même. D'abord, et c'est après le secrétaire général adjoint. Adjoint a envoyé une correspondance. Et disent que Maître Yakoubou, qui est le président de ce parti, on ne le comprend pas au niveau du secrétariat général du parti. On lui reproche également de tirer conseil auprès de ceux qui ne sont même pas membres du bureau national. Donc, Tony, quand je m'en tiens au propos même de ceux-là qui sont dans la logique d'élection le 20 décembre, à savoir le ministre Bawara, porte-parole du gouvernement, qui a martelé partout, sur toutes les ondes, que les réformes auront lieu avant les élections le 20 décembre, j'attends voir. Ça, de un. De deux, on ira. Qui sont ceux-là qui iront voter? Ben, les presque 4 millions enrôlés. Tu connais ces gens-là? Le corps électoral convoqué, il est où? Ce corps électoral-là est où? Demande-moi, aujourd'hui, si moi je prends mon centre de vote, je n'ai jamais vu une liste affichée là-bas, comme quoi, voilà ceux qui iront voter. Elle sera affichée, nous sommes dans une période exceptionnelle. En principe, si on devait tenir les élections le 20, ça veut dire que la campagne doit commencer le 4. Le 4, c'est mardi prochain. De toute façon, la campagne commence le 4 décembre. Bien sûr, ça commence le 4, mais on nous a dit, M. Chao nous a déjà dit qu'on n'a jamais convoqué le corps électoral. Quand est-ce qu'il sera convoqué?
Il y a une loi pour ça aussi. Oh non, peut-être qu'il a oublié. Okay, donc peut-être qu'il était en mission à l'extérieur. Pour terminer, Tony, c'est pour vous dire qu'on s'amuse avec la destinée de ce peuple. Tout à fait. Sincèrement. Et j'attends voir quelle sera la réaction de la CEDEAO. Si la CEDEAO est encore arrivée ici pour nous amuser, pour amuser la galerie au Togo, pour mettre les Togolais à l'abattoir, je les attends. J'attends voir quelle sera leur réaction quand ce pouvoir aura à tenir mordicus ces fameuses élections législatives le 20 décembre prochain. Sinon, à mon humble avis, moi, je suis quand même pessimiste sur la tenue. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le répéter. Moi, Ernest Horonou Saï, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller aux élections au Togo le 20 décembre 2018 prochain. Alors, Ernest Saï, Félix de Savy, oui. On sait quand même que les choses sont bien ficelées et même le président de la Cour constitutionnelle est monté au créneau pour dire, accélérer même le processus pour dire qu'il faut aller aux élections, même pendant que la CENI organisait ces cérémonies pour mettre sur pied le bulletin de vote, la CENI, la Cour constitutionnelle l'a encore accompagné, ce qui est souvent pas, je l'ai rarement vu au Togo. Oui, et Tony, je crois que c'est notre gouvernement qui a fait un projet de loi qui a envoyé à l'Assemblée nationale et qui intimait ou qui proposait à cette Assemblée nationale de modifier la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle est sur le contexte de réforme institutionnelle demandée par le gouvernement lui-même, est-ce que cette Cour-là a encore la crédibilité d'organiser, de suivre cette élection du 20 décembre dans la transparence. Dans la transparence. L'équité. Donc, il me semble de façon normale que la Cour constitutionnelle elle-même est problème. Et ce qui est problème ne peut que générer des problèmes. Évidemment, et nous avons aussi suivi certains de nos confrères qui disent qu'ils ont créé des associations, des journalistes pour apaiser la population en ces moments d'élection. Et moi, je crois honnêtement que tous les Togolais savent ce que c'est que la paix. Tous les Togolais savent que la paix est essentielle. Et tu sais, Tony, à partir de quand on a commencé par parler de paix et de réconciliation au Togo? C'est au lendemain du coup d'État du 13 janvier 1963. Et la première grande réunion s'est tenue au stade de Lomé, où on a invité ce qu'on a appelé à ce moment-là les forces vives de la nation, l'armée, l'église, les partis politiques, les associations. Ils sont réunis sur le terrain là de Lomé et pour la première fois, on a parlé qu'il faut oublier, qu'il faut la paix, qu'il faut la réconciliation. Et il y a des a fait après 38 ans de pouvoir, toujours sur l'idée de paix et de réconciliation. On l'a jamais vu. Son fils est venu, a fait il y a plus de 10 ans. On parle toujours de paix et de réconciliation. Et comme le dit si bien le président Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Belle conclusion, merci. On va poursuivre le cercle des journalistes et on va dire que, quoi qu'il arrive, bien le chien aboie la caravane, pas du Sianani. Unir est en train de former ses candidats aux législatives. Oui, c'était hier. Donc, les candidats, les plus de 100 et quelques candidats qui sont repartis au niveau des 30 circonscriptions électorales sont en ce moment en atelier de formation ou de technique oratoire. Donc, la séance va être... Ouais, pour convaincre les électeurs. Les électeurs, oui. La séance a été ouverte hier par le Premier ministre qui a remplacé le chef de l'État, le président national de cette formation politique. Beaucoup de choses ont été dites là, en dehors de ce scrutin législatif du 20
du 20 décembre prochain. On parle également de l'enjeu de 2020 qui sera aussi déterminant. Donc on demande à ces candidats-là de mouiller le maillot, d'aller faire porte à porte pour convaincre les électeurs, sachant très bien que la tâche ne sera pas facile. Voilà un peu ce qui se dégage. Mais quoi qu'il arrive, pour être franc, est-ce que ce n'est pas quand même un parti politique bien organisé? C'est rare de voir des formations politiques de l'opposition aller former leurs candidats à l'art oratoire pour aller convaincre les électeurs. Non, moi je ne fais pas l'analyse sur cet angle-là. L'UNI a toujours gagné les élections, l'UNI clame quelle est la grande formation politique. Moi je pense qu'il faut organiser l'élection au Togo dans l'art de l'art, enfin, avec les règles nécessaires, avec le respect même de la feuille de route, des réformes politiques, et permettre à tous les candidats, à toutes les formations politiques, à tous les fils et à toutes les filles qui désirent être candidats, pour que le jeu soit clair. Comme ça, le peuple aura le temps nécessaire d'écouter le programme des uns et des autres, et que de bloquer donc, le système politique aujourd'hui, de bloquer le scrutin de cette façon dont elle est organisée de façon unilatérale, et dire qu'on est champion, et dire que venez à l'école, on va... Et ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez pas... Mais il y a une ligne qui dit que le peuple togolais ne doit pas être pris en otage tout le temps par l'opposition, et que les revendications de l'opposition traînent la tenue des élections. Qui prend le peuple en otage? L'opposition dit unir. Non, il faut analyser, nous sommes des Togolais. Aujourd'hui, quand on fait le constat, qui refuse de mettre en application la feuille de route de la CEDEAO? Le pouvoir évoque l'indépendance, l'autonomie du Togo. C'est là aussi l'autre questionnement. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, il est bien vrai que... Bien utiliser, employer le terme, la souveraineté. La souveraineté, voilà. Ah ouais, il parle même de la souveraineté. La souveraineté, voilà. L'indépendance, son autonomie. Voilà, on est indépendant, on est parti chercher la CEDEAO. La CEDEAO est venue avec une feuille de route, on est indépendant, on dit voilà, on prend le 20 décembre, on va aller organiser les élections. Et pourtant, la situation est là. On est indépendant, on demande à l'espèce de la CEDEAO de faire une proposition qui est envoyée au niveau de la CEDEAO et qu'on renvoie et qu'on doit transformer en projet de loi et envoyer au Parlement. On dit on est indépendant, on laisse ça de côté. C'est de quelle façon? C'est ce qui cache même cet atelier, beaucoup ne le savent pas. C'est parce que la façon dont les candidats ont été désignés même dans ce parti, ça a créé. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà le lundi, la session d'âme de cette formation politique, sa présidente a rendu public un communiqué demandant aux autres de ne pas se fâcher parce qu'il y aura encore d'autres tours et que ceux qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci vont revenir tout et tout. Et ça, c'est une des informations qui circulent. Et en sourdine, il se passe également beaucoup de choses. Maintenant, pour essayer de calmer la tension, on dit voilà, venez à un atelier, vous allez vous connaître, et que voilà les consignes qu'on va vous donner, tout et tout. Mais moi, je parie que si les élections sont organisées avec la manière que tout le monde souhaite, comme ça se passe ailleurs, mais moi, j'attends de voir si encore, on peut rappeler encore la majorité dont on parle, au-delà de 75 députés qu'on avance, pour opérer les réformes comme on veut. Je l'avais dit dans une émission ici, que l'enjeu qui oblige les gens à courir, c'est parce qu'on vise tout et tout pour avoir la majorité, pour montrer peut-être à l'opinion internationale qu'en réalité, ce qui s'est passé là, non, il y a encore une grande partie du peuple togolais. La preuve en est que dans la déclaration même du ministre Bawara, au cours d'une émission, il a dit qu'il y a un standard au niveau des nombres des électeurs. Aujourd'hui, on parle de plus de 3 millions. Au moment où la coalition a demandé à ses partisans de ne pas aller se faire enrôler, c'est à partir de ce moment-là, on arrête une liste, alors que au niveau des législatives de 2013, le nombre était inférieur. Voilà, c'est que les Togolais ont plus de 18 ans encore, donc le nombre des électeurs s'accroît. C'est normal, ça c'est logique, c'est démographique, monsieur l'enseignant d'histoire-géographie. Non, c'est normal. En démographie, c'est tout à fait non, parce que le taux d'accroissement naturel au Togo est autour de 3%. Si on part 3%, ça veut dire que chaque année, à peu près environ 300 000 enfants s'ajoutent à ceux qui existaient avant. En principe. Oui. Bon. Et ceux qui décèdent? Oui, le taux de mortalité est toujours inférieur au taux de natalité. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un accroissement naturel, même à ce niveau-là. Mais il y a une question, on ne va pas quand même trop nous attarder sur ce sujet, une question très importante à te poser. Non, par rapport à la formation là. Soyons sincères avec nous-mêmes. Oui, hein. oui. Les partis politiques de l'opposition qui accompagnent aujourd'hui UNIR
à aller aux élections législatives du 20 décembre. Ouais. Eux-mêmes disent nous allons aux élections, mais les choses ne sont pas propres. Comment comprendre cette dichotomie d'idées? d'idées? Ils s'opposent à quoi? Non, mais, et Tony, au Togo, nous avons, je crois, 112 partis politiques. Oui. Et il y en a qui disent. Et aujourd'hui, on nous dit que ceux qui accompagnent l'ensemble des partis politiques qui vont aux élections Plus de sont 112, 13. hein, plus de 112. Non, on mais parle de c'est- 114 non. pratiquement. 114 partis Ah, politiques. donc, tu vois que. Déclarés. Ça veut dire que tous les jours, il y en a qui viennent s'y ajouter. Oui, parce qu'il y en a qui chantent de nom, il y en a qui viennent s'y ajouter, il y en a qui disparaissent, il y en a qui ne regroupent que le président et son secrétaire. Bon, bref, c'est un cafouillis énorme. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que des partis politiques naissent et pour des raisons, disons, personnelles. Des gens créent leur parti politique des fois pour leur bitos, pour leur business. Et très peu veulent parler ou bien parlent au nom de la population. Beaucoup viennent pour accompagner soit les partis de l'opposition, soit le parti au pouvoir. Ça, c'est clair. C'est l'un clair. ou l'autre. L'un ou l'autre. Mais c'est ceux qui disent qu'ils sont centristes là qui me font peur. Parce Pourquoi? Non, mais dans ce Togo où c'est très clair que soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes du parti au pouvoir. Même il est dit que les ONG, hein, les ONG qui devaient être neutres, il y a des ONG qui sont calibrées sur le parti au pouvoir, d'autres qui sont calibrées sur le parti, les partis de l'opposition. Et dit qu'on est neutre ou qu'on est centriste, c'est faux. NSAI, ces partis qui accompagnent aujourd'hui le pouvoir, les mêmes dirigeants de ces partis font des déclarations. Et tu as cité tout à l'heure M. Romao. Comment comprendre cette contradiction? Où veut-on mettre le peuple togolais? Non, Justin venait d'aborder un problème là. Il a dit, on connaît déjà les résultats de ces élections que... Mais moi, j'ai fait fi de ne pas écouter ce qu'il a dit. Voilà, que UNIR veut organiser unilatéralement. J'ai faim de ne pas c'est comprendre. que ces partis-là, UNIR, c'est comme ils ne connaissent pas UNIR. Ils ne connaissent pas l'animal qu'est UNIR. C'est-à-dire qu'on leur a promis, des postes. Quelques sièges. Quelques sièges au niveau du Parlement. C'est pour cela qu'ils courent. Avec les sous. Avec les sous dégagés. Nous n'avons pas de preuves. Hein. Si, mais les candidats. Il a dégagé plus de 2 milliards, c'est ça pour les élections. 200 millions. On devait subventionner les partis qui devaient être. 200 millions, 75% dans un premier temps. Et le reste, lorsque vous avez présenter des candidats au-delà de 10%, ben, vous aurez les 35% restants. En principe, l'État doit aider les partis politiques. Ça, c'est de droit. Oui, c'est ce que je dis. Que donc, tout le monde court derrière. Cet argent. Voilà, ouais. Et si vous ne faites pas un bon score, de deux, on leur a promis des sièges au Parlement. Des sièges de 2 millions à certains partis. Mais il y a la question que je me pose. Par rapport aujourd'hui à l'intervention de M. Romao, comme tu venais de le dire, c'est l'intervention de Jean-Claude Romao ce matin sur Radio Victoire. est-ce que ce n'est pas une information qui est arrivée trop tard? Mais mon frère, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus. J'ai vu M. Romao donc diriger la formation des présidents, des CELI, etc. à Tapamé. Voilà, c'est aujourd'hui parce que les gens n'ont plus la manne. Et il faisait la fine bouche ce jour-là. Non, allez-y, ça marche, non? Ok. C'est comme aujourd'hui, les gens n'ont plus la manne, ils n'ont plus, il n'a plus ses indemnités au niveau de la CENI, il peut déclarer de n'importe quoi. Il peut maintenant dire ce qu'ils ont fait dans le secret des bureaux de la CENI. C'est ça qui sort aujourd'hui. Et tenez-vous bien, peut-être d'autres déclarations. Mais ça vient quand même mettre l'eau au vin de l'opposition bien congolaise. sûr, il en était de même pour M. Daté Yao. Vous vous rappelez en 2015 ici. Daté ne parlait pas parce que vous Très savez bien, quand vous me rappelez en 2015 ici. Je l'ai reçu en direct ici. Voilà. Il a été clair que tout ce qui se passait n'était pas normal. Mais en 2015, il ne pouvait pas parler. Très bien. Il avait même dit. Ils avaient les droits de réserve. Voilà. En fait. Non, soyons sincères. Non, pas c'est un lieu. À partir du moment. C'est quoi j'ai posé la question tout à l'heure de savoir. Est-ce que la commission est vraiment indépendante? Mais c'est ça, quand on parle d'une commission nationale indépendante. Nous nous retrouvons pour travailler ensemble, mes amis. Gardons donc ce que nous faisons pour nous, même si nous sommes indépendantes, nous continuons. Donc, on leur demande de ne pas peut-être parler. On peut évoluer dans le faux, comme le disait tout à l'heure mon grand frère Philippe de Savy. Est-ce que tu vois? Donc, ces partis-là, c'est parce que peut-être UNIR l'a promis à quelques sièges. Mais je crois que
très tôt, ils vont voilà, pour empêcher, est-ce que aujourd'hui l'opposition togolaise réunie dans la C14 veut manifester bruyamment? Et j'ai même lu un titre de Togo Matin de Dieudonné Korlakina qui dit que le PNP a promis une manifestation des déluges. Est-ce qu'ils ont les moyens de ce déluge-là? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, déjà dès demain et le 1er décembre, l'opposition veut manifester dans tout le pays. Dans tout le pays, mais est-ce que l'opposition peut contraindre aujourd'hui le pouvoir en place par ces manifestations-là à arrêter le processus électoral? Tony, alors avant d'aborder ce point-là, je voudrais... Tout à l'heure, tu parles de formation. Je dis, la formation des militants d'un parti politique, ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Mais tu as évoqué aussi un autre problème. Je ne suis pas d'accord avec toi que... Non, moi je pose les questions. Que fait bien et que les autres partis... Non, les autres partis le font. C'est parce que je constate les médias que nous appelons médias publics ne vont pas couvrir. Je constate que Union fait bien. Il y a moins d'un mois, un parti politique a organisé des séminaires au niveau de CISAL à l'intention de ses militants. Mais beaucoup de partis politiques le font. L'ANC en a fait, la TDP en a fait, les FDR, le CAR, même la Convention nationale de la jeunesse des FDR, c'était le samedi dernier. Beaucoup de partis politiques l'ont fait. Même Togo Troma a organisé des rencontres entre ses militants. Donc il n'y a pas... C'est parce que la TVT, un parti politique s'est accaparé la télévision nationale et que c'est seulement les activités de ce parti-là que la télévision nationale doit couvrir, que c'est ça que tu vois. Et ça pose le problème également de la HAC. Quand on dit que... on venait de l'évoquer. La HAC, autant de feu... Peter Tchala a fait donc un rappel à l'ordre quand même aux chaînes nationales d'État pour pouvoir couvrir les activités de l'opposition togolaise. Toutes les institutions sont des ailes marchandes de ce pouvoir. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que tu connais un président... Sinon, il faut reconnaître que Unir fait bien. Moi, je n'ai pas reçu l'information de Unir à la TVT. Est-ce que tu connais un président de la HAC, en dehors de ministre Philippe Eveillon, un président de la HAC au Togo ici, qui n'est pas une fois passé par la TVT ou bien la radio Lomé? Cite-moi un nom. Non, je ne connais pas. Et alors, tu dis quoi? Mais eux tous ont été des journalistes de radio Lomé. Maintenant, j'ai posé une question. On doit gagner en temps. Oui, par rapport maintenant on doit gagner en temps, oui, aux manifestations. Par rapport aux manifestations, moi je vois que pendant très longtemps, la coalition a été très polie envers la CEDEAO. Et c'est une bonne chose. Très poli, voilà, très poli. Il ne faut pas quand même mettre à dos la communauté internationale. Pendant presque 8 à 10 mois, ils ont suspendu les mains parce que la seule arme que leur donne la Constitution pour manifester leur désarroi, pour opposer un refus catégorique à la manière de gouverner, c'est de manifester. Et d'ailleurs, il y a une loi qui recadre ça. Et s'il y a quelqu'un qui viole cette loi-là, c'est encore le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas aller demander aux gens d'aller marcher à tel endroit. Si moi, quand on marche, c'est pour faire mal. Ce problème se pose. C'est pour faire mal. Est-ce que ce n'est pas une question, ce n'est pas également un alibi pour pouvoir réprimer? On dira, on vous a demandé d'aller marcher entre Bekode et Adakwa, mais vous n'êtes pas allé. Là où vous êtes arrivé, nous ne sommes pas convenus sur cet endroit-là. Donc, réprimer. Oui, c'est un alibi pour réprimer, un alibi aussi pour décourager les militants. Mais aujourd'hui, comme venait de le dire, comme l'a titré Alternative, le pouvoir est tombé dans ses propres turpitudes. Parce qu'il a constaté aujourd'hui que malgré qu'il ait changé d'itinéraire à la marche, mais c'est maintenant qu'il y a plus de monde dans les rues. Non, et pourtant, les médias internationaux l'ont relayé. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel on marche, quel investisseur va vouloir arriver? Mais c'est ça. Mais qu'on ait marché à on parle d'endettement à Rodos. Voilà, qu'on ait marché à Casablanca, à Bé, à Tokwe ou à Agoué, c'est-à-dire que l'essentiel c'est sur le territoire togolais. Et quand on entend ça sur les médias internationaux, ça devrait faire réfléchir ceux-là qui dirigent le pays. Mais c'est ça le problème. Ce n'est pas le lieu de la marche qui est le problème. Mais au fait, d'ailleurs, ce n'est pas le nombre. Il faut voir les gilets jaunes. Les gilets jaunes en France. Voilà. Dans toute la France, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est un message qu'on ne veut pas. Ils ont même demandé la démission d'Emmanuel Macron. Ceux qui manifestent, c'est un message qu'ils veulent faire passer. D'accord? Donc, la coalition a-t-elle les moyens pour stopper cet élan de pouvoir unir à l'écoute que coûte à la mascarade électorale? La coalition fait ce qu'elle peut faire. Il appartient maintenant au peuple. Il appartient maintenant au peuple de choisir. Parce qu'on a dit aux gens ici, n'allez pas vous faire recenser
On nous dit d'accord, on va se recenser, c'est un devoir civique, on va avoir la carte pour aller dans les banques. Tu n'as pas ouvert un compte à la banque, tu vas aller prendre quel argent. Attention, il y a... Merci. Maintenant, quand on va demander de ne pas aller voter, les gens vont encore courir parce qu'on a dit, va voter pour apporter la carte, pour prendre 20 000, pour prendre 2 000, pour prendre 5 000. Et nous, Togolais, on va encore rentrer dedans, et nous serons encore les premiers à venir crier. Comme nous avons fait. Là, rien ne va dans le pays. Qui viendra faire coupe sur ta marche? Aujourd'hui, on a au moins la CEDEAO au chevet et qui veille au grain. Donc, prouvons à cette CEDEAO que, quand bien même elle a commis des erreurs, nous sommes là, nous avons toujours confiance en elle. Félix de Savy, la CEDEAO, qui va encore écouter le bruit des Togolais, elle appelle déjà à proscrire la violence politique. Bien, tout le monde sait d'où proviennent en fait les violences si les masses sont bien encadrées. Je n'indexe personne. Nous savons également que parmi les manifestants, il y a certains qui disent nous n'avons plus humé les gaz il y a longtemps. Chargez-nous un peu. Vous savez que ça existe au Togo. Maintenant, est-ce que en criant encore leur ras-le-bol, l'opposition peut attirer plus d'attention de la CEDEAO pour qu'on arrête le processus? Oui, merci bien. Et moi, j'ai toujours dit que les manifestations publiques, politiques et même civiles sont de droit. Et quand on a modifié l'itinéraire, moi j'étais de ceux qui disaient, malgré ça, allez-y. Parce que j'ai vu dans l'histoire que les marches ont toujours porté leurs fruits, mais à long terme. Et le Togo est dans ce long terme là. Vous savez, et il est plus facile de passer de Agoué sur la bretelle le contournement de Lomé. C'est très facile. En 10 minutes même, tu pars d'Agoué, tu arrives à l'endroit. À Simtogo. À Simtogo. C'est très facile. Tu as déjà contourné tout Lomé. Tu as contourné tout Lomé, alors que l'ancienne voie de marche était très longue. Sans oublier que ce contournement débouche même jusqu'à Nouépé. Ça débouche sur Nouépé. Oui. Donc, ce qui fait que je me suis dit, quand j'ai vu le nom qui est sorti, j'ai dit, voilà. Mais les gens, on leur a tracé même un boulevard plus facile que toute la peine qu'ils subissaient avant. Et les marches ont toujours fait peur au pouvoir en place. Que ce soit au Togo, aux États-Unis ou en France. Les manifestations des gilets jaunes, voyez comment est-ce que cela a rabaissé le grand jupitérien Macron. Macron est devenu tout petit. Parce que dans le monde entier, même Trump, quand il voulait parler à Trump lui a dit, Macron, tais-toi, tu n'es pas populaire dans ton pays. Mais ça a tellement choqué Macron, mais c'était réel. Aux États-Unis, ils ont 3% de chômage. Mais en France, ils sont au-delà de 10%. Et Macron veut chercher de l'argent en prenant sur la retraite des vieux. Parce que l'Europe, la France est devenue un pays de papy-boom. Où le groupe des vieux et le taux de vieillissement est plus important. Et ça pompe le budget de l'État. Donc, quand vous voyez ces vieux-là, même qui ne font rien, qui portent seulement un gilet et qui sont dans les rues et qui marchent, ou même qui sont assis, mais vous qui êtes le dirigeant de ce pays-là, vous serez ébranlé. Bien. Deuxièmement, quel est le grand problème, quelle est la grande peur de ceux qui dirigent le Togo? Beaucoup d'entre eux, cette minorité-là, qui s'est accaparée de la richesse du pays, a encore ces richesses entre ses poches dans les caves de leur maison ou dans les banques. Et quand ça va péter, ceux qui vont perdre le plus, ce sont ceux qui sont là au pouvoir. C'est ceux qui ont accumulé des milliards et des milliards et qui veulent seulement passer à une retraite tranquille et bouffer l'argent avec leurs enfants. Mais quand ça pète, mais qui sait où ils seront? Et si moi j'ai à perdre, moi qui n'ai rien dans la poche, moi qui ne me retrouve quotidiennement avec 200 francs, 300 francs, mais je n'ai rien à perdre. Je peux manifester, je peux bouger. Et quand ça change, je vais en profiter.
Mais celui qui est au pouvoir, qui mange, qui boit ce qu'il veut, champagne, tout cela coule et tous les jours. Et on dit, ça a pété. Ça a pété, c'est la révolution. On renvoie les riches. On renvoie ceux qui se... Mais c'est eux qui ont plus à perdre. Et ce sont eux qui ont plus peur. Et ce qui pourrait leur faire peur, ce sont les manifestations de rue. Ils vont faire tout pour négocier. Vous avez vu en France, quand la manifestation est devenue acéphale, c'est-à-dire sans tête, mais et tout le pouvoir ne sait plus quoi faire. Ils ont tout fait pour dire, mais donnez-nous au moins quelques personnes avec qui on peut discuter pour que le mouvement puisse être recadré. Mais c'est ça, le mouvement public. Et ça va gêner le pouvoir en place, ça les gêne, ça les gênera. Et c'est le seul moyen, si les AC14 voudraient faire changer les choses. Mais... Merci Ernest et cher confrère Félix de Saville. Alors Justin, pour cette marche-là, d'abord la dernière marche qui a été une réussite, qui a été un coup d'essai, qui a été un coup de maître, on a constaté quand même que déjà à la veille de cette marche dernière, la police, les forces de défense étaient sortis pour commencer par museler la population, des patrouilles sur patrouilles, mais cela n'a pas découragé les populations et c'était sorti en grand nombre. Mais pour cette marche-là, déjà les itinéraires, comme l'a dit notre confrère Saïd, pour décourager les gens, on a des tracts qui circulent déjà à Lomé, où on montre en photographie des policiers tués ou des militaires, etc. Bon, nous savons que ce sont des tracts qui ne sont pas signés, c'est pour toujours décourager les manifestants. Oui. Ça dit que, avant de vous répondre, j'aimerais quand même faire une observation. Ça dit que je dis aujourd'hui que la coalition a réussi à dribbler le pouvoir ou à ne pas être prise dans deux pièges différents. Le premier, ça consiste peut-être la prestation de serment de ses membres au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ça, si ça serait fait, automatiquement, ces 8 membres-là seront considérés comme les membres à part entière de la Commission électorale nationale. C'est-à-dire que quand ils ne vont pas au boulot, le quorum est atteint, la CENI va continuer pas à travailler. Aujourd'hui, la CENI est imputée, donc la composition... Elle n'existe même pas. Voilà. Ça, la CENI n'existe même pas. Il suffit de recourir à l'article 12. Voilà. À l'article 12 du Code électoral. Parce que déjà... Il n'existe pas de CENI au Togo. Voilà. Il n'y a pas à chercher ça de midi à 14h. L'article 12 est clair là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de... Je ne sais pas si c'est pas gymnastique ou bien quelque chose. Non, tu peux nous aider. L'article 12 du Code électoral. Oui, le Code électoral, en son article 12, je vais essayer de vous aider très rapidement. Ça permettra également aux auditeurs de comprendre le sens de cet article. Oui. Article 12 là, et si vous permettez, et j'en viens, et voilà l'article 12 qui dit, voilà, la CENI est composée... Et la CENI est composée de 17 membres. 5 membres désignés par la majorité parlementaire, 5 membres désignés par l'opposition parlementaire, 3 membres des partis politiques extra-parlementaires élus par l'Assemblée nationale, 3 membres de la société civile élus par l'Assemblée nationale, 1 membre désigné par l'administration. Ces membres sont désignés en raison de leurs compétences et de leur probité. Donc, la CENI est composée de 17 membres. Depuis qu'on a eu une CENI au Togo qui est composée de 17 membres. Voilà. Maintenant, lis-nous l'article 36. L'article 36 du même code électoral dit ceci. Je lis. Article 36. La CENI siège valablement lorsque 9 de ses membres, au moins, sont présents. Relis la phrase là. La CENI siège valablement lorsque 9 de ses membres. Ok. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il existe d'abord une CENI de 17 membres pour que 9 de ses membres puissent siéger. C'est la première observation que j'ai faite tout à l'heure. Il n'y a jamais eu une CENI de 17 membres. Ça veut dire que légalement, la CENI n'existe pas. C'est la première observation que j'ai faite tout à l'heure parce que la coalition a compris qu'il ne faut pas donner quitus à cette CENI-là et qu'elle va continuer par travailler. En prêtant serment, ça veut dire que les 17 membres existent déjà. Donc, il n'a pas fait serment. Pourquoi est-ce que... Deuxièmement, ce n'est pas rapport aux itinéraires. C'est important ce que vous venez de relever. La coalition a compris que cette histoire de choix de l'itinéraire, le pouvoir va refuser, nous allons maintenir, ça crée des problèmes. Et lorsque ça crée des problèmes, les gens ont peur de sortir.
Donc la coalition a dit, voilà, d'habitude vous nous proposez d'aller marcher à Baie. Ok, nous voulons marcher à Baie. Vous êtes d'accord? Le pouvoir dit d'accord, allez marcher à Baie. Maintenant, on s'est rendu compte que lorsqu'on accepte aux gens maintenant d'aller marcher à Baie, le nom plus important, déjà la veille, on a commencé par intimider. On a même bastonné les gens au niveau d'Agoué. Sous le pont là-bas, quelqu'un a été bastonné. L'image fait le tour. J'ai même le son. Pas quelqu'un, des gens ont été bastonnés, mais c'est son cas était le plus criard. Criard, voilà, qu'on a relevé. Beaucoup ont été bastonnés. Même à l'entrée même de la Pépozo ici, et au niveau de Kogan et autres là. À Djaglé. Les gens à Djaglé, les gens ont été intimidés et bastonnés. Ça, ce constat-là est là. Et les organisations de défense des droits de l'homme ont levé la voix sur cette histoire, cet état de fait. Parce que manifester, c'est un droit constitutionnel, reconnu par la Constitution. Et qui a été maintenant recadré, légalement protégé par la loi organique de la loi de 10 mai, la loi Bojuna. Aujourd'hui, le constat est encore quoi? Il y a des informations qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a des militaires qui sont encore positionnés au niveau de la ville de Sokoré. Le Sokoré. De Sokoré. J'ai appelé le confrère là. Et que Abassar, même le préfet a eu le culot d'interdire la manifestation à Abassar. Alors que la loi demande à la population de manifester. Sûrement que demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais déjà, aujourd'hui, autour de 11h aujourd'hui, des tracts ont été distribués un peu partout, dans les grands carrefours. Mais bien avant, ce petit matin, on a observé au niveau du carrefour Fontaine Lumineuse, je ne sais pas, nos pratiques traditionnelles vaudou. Je ne sais pas si c'est Bossa ou c'est Offrand, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on a déposé là, au niveau du grand carrefour Fontaine Lumineuse, là où il y a le commissariat central, là où il y a encore la gendarmerie. Et c'est après qu'on a observé ces tracts-là distribués un peu partout, on revient sur les soi-disant militaires qu'on a égorgés à Sokoré, et que certains, ceux qui sont derrière ces écrits, disent qu'ils maintenant ils vont venger leurs frères d'armes qui ont été égorgés parce que la coalition se cache derrière ces histoires, tout parce que la CEDEAO ne viendra pas. Non, moi je pense que c'est la panique dans la maison, c'est l'intimidation. La preuve en est que le week-end dernier, les mêmes qui sont au niveau du pouvoir ont fait le tour. La constitution toilettée du Togo, à son article 13, le premier alinéa dit « Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté, ni de sa vie. » Malheureusement, c'est le constat. Nous avons de bons tests au Togo, je venais de le dire. Nous avons de bons tests au Togo. C'est autant d'éléments aujourd'hui. Et l'article 14 dit l'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale, des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Oui. Et ça voudrait dire que tout est prévu par la Constitution. Moi, je connais peut-être mes droits. Tout est prévu par la Constitution qui renvoie même à une législation et que c'est ça qui est la loi Bojuna dont on voilà, parle. La loi organique. Alors, cadre même merci, on va faire court pour toucher du doigt tous les tests. Je conclue pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, tout est mis en jeu pour intimider les gens de ne pas venir manifester. Au même moment, si au niveau des chefs d'État de la sous-région pour dire, soutenez-nous tout et tout, que le Togo est mal dirigé, l'opposition n'est pas prête pour venir diriger. On va en parler. Ça, ce discours, on a connu déjà le 2005. Oui, on va parler de cette tournée tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que l'opposition veut manifester demain et le samedi 1er décembre? L'opposition dit exiger les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la révision du cadre électoral, y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora, on n'en parlait même plus, l'arrêt immédiat du processus électoral en cours, la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leurs droits constitutionnels et la levée de l'état de siège de fait sur les villes de Mango, Bafilo, Sokodé, Chamba, Kara déjà, et sur certains quartiers de Lomé, vous l'avez dit, à Gwazongo, à Oussazongo, tout ça, les gens souffrent là-bas pour rallier Lomé et manifester. L'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé sur toute l'étendue du territoire national. La C14 exige le retour des réfugiés et déplacés, y compris le président national du PNP, Tikpi Adadam. Quand on parle des déplacés, les gens ne comprennent pas que les populations de Mango ont fui massivement dans Chéréponi, dans le Ghana. Donc la coalition indique que ces manifestations vont se dérouler dans tout le pays, mais ces manifestations seront suivies de meetings. Voilà donc les informations là qu'on voulait partager. Donc, il ne faut pas réduire les manifestations. Les manifestations, c'est demain jeudi 29 novembre 2018, samedi 1er, lundi 3 et mardi 4 décembre 2018. C'est 4 jours de manifestation prévus. Et il faut quand même ajouter que ce n'est pas seulement au Togo, les Togolais de la diaspora. Les pays ils marchent le samedi prochain. Ouais,
Oui, Et en Afrique et en Europe. En Afrique. En Amérique. Au Bénin, les Togolais du Bénin marchent que sont au Ghana, ainsi de suite. Et en dehors de ça, ceux qui sont au niveau de l'Europe, on parle déjà de Bruxelles, on parle de Paris, on parle de l'Allemagne, et ceux qui sont également au niveau des États-Unis. Ça dit qu'en réalité, la coalition a compris, et les Togolais également, qui se trouvent au niveau de la diaspora, ont compris que, en dehors du fait que la politique est une question de rapport de force, ce pouvoir de Lomé refuse d'attendre raison. Parce que c'est le même pouvoir qui est allé chercher la CEDEAO, la feuille de route de la CEDEAO est là. On refuse de mettre en application cette feuille de route et on fonce tout droit dans le mur pour dire on organise des élections. Comme ça, parce qu'on a une armée derrière et on a des institutions qui sont inféodées, qui soutiennent un clan. Est-ce que c'est toute l'armée qui soutient le clan? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Mais en tout état de cause, lorsque vous observez le comportement même de cette armée aujourd'hui, il va sans dire que cette armée soutient le régime de partout. Ça, non, ça c'est le constat. C'est le constat. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi, la dernière fois, mercredi dernier, dans cette émission, tu étais là avec NSAI, quand je disais que, non, sur également les réseaux sociaux, je disais, quand moi j'ai rentré de Palimé l'autre jour, avant la dernière manifestation, quand vous regardez un peu les gens, les militaires, justement pas les policiers et gendarmes, les militaires, sur les forces de défense, la manière dont ils ont été postés de part et d'autre de nos routes, de Lomé jusqu'à Pogan, quand vous regardez comment les gens ont renfrogné la mine sous le chaud soleil, affamés, vous comprendrez que parfois eux-mêmes, ils subissent des tortures. Je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Jusque-là, moi, je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Oui, ils sont mécontents apparemment, et vous constaterez que tous les militaires ne sont pas contents. Moi, je ne le pense pas. Bon, jusque-là, je ne le pense pas. Jusque-là, personne ne l'a exprimé. Non. Il est bien vrai que dans l'armée, on dit il y a une devise qui dit exécution avant réclamation. La grande muette. Mais je dis aujourd'hui, on voit l'armée à travers les grands officiers. Ouais. Et ils vont faire allégeance à maintes reprises. Tony, NSAI, vous savez très bien que est-ce que vous savez, vous causez souvent avec vos amis militaires et qui nos frères militaires qui sont parfois à la garde chez vous dans vos bureaux là-bas postés devant vos bureaux. Est-ce que vous avez même à la maison on cause. Moi j'ai des amis, plein d'amis militaires. Vous savez, quand vous causez avec eux, ils vous disent que c'est vrai que ce qui se passe, leurs femmes aussi vont dans le même marché que nos femmes et que les officiers, les femmes des officiers, elles vont dans les supermarchés et que eux aussi ils sont fâchés. Est-ce que vous savez que parfois même il arrive que des soldats de rang, des militaires de rang refusent d'obtempérer, refusent d'exécuter certaines recommandations, certains ordres, tout simplement parce qu'ils estiment que... Je ne vous coupe pas, vous savez ce qui se passe au Togo. Donc, attendez, si vous voulez aborder ce dossier-là tout de suite, on vous dira que vous êtes en train de monter les corps habillés. Tony, qui te dit que... C'est là que je dis, moi je n'ai pas d'élément d'appréciation. Je le rappelle. Même au sein du parti au pouvoir, il n'y a pas de gens qui tirent les deux par la queue. Ah ouais? Qui te dit que dans UNI, il n'y a pas de gens misérables. Et pourtant, ils courent. Oui. Mais je n'ai pas d'élément d'appréciation. Je ne vais pas parler des corps habillés pour dire que voilà, l'armée est la politique. Pour inciter les corps habillés à se remonter tout. Moi, je n'ai rien à voir avec. Moi, je juge sur la base des comportements. Vous êtes corps habillé. En réalité, vous êtes prêté serment pour défendre une nation, pour défendre un drapeau. Et non pour faire les gens dans un individu. Oui, mais quand vous faites les gens dans un individu, quelle est la situation aujourd'hui? On bastonne les gens dans les coins. Nos frères qui sont au niveau de Sokoré, qui sont à Bassa. Sokoré est encore pris en temps depuis lundi. Depuis lundi. On a bastonné les gens à Kara parce qu'ils sont à Kara, ils n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de parler de la politique. Tout ce qu'on fait au Togo, c'est la politique. Si je suis là-bas de cet élément-là, moi je n'ai pas d'élément d'appréciation pour dire que les corps habillés ne sont pas concernés. Aujourd'hui, ils sont concernés au même titre que ceux qui sont au pouvoir, qui mettent la situation du Togo dans cette situation. Merci. Tournée des émissaires de Fort Gnassingbé, lui-même était à Accra. Ils sont allés convaincre, ils tentent de convaincre les chefs d'État de la sous-région de dire, c'est la grande phrase que nous avons retenue selon nos recoupements, c'est que c'est vrai, nous avons besoin du changement au Togo. Nous sommes conscients, nous qui dirigeons le pays, qu'il faut un changement et nous allons aller à l'alternance au Togo de façon progressive et pacifique. Si on laisse le pouvoir aujourd'hui, vu la violence, vu la colère des gens, ça va être compliqué. Donc il faut que nous on reste encore un peu. Oui, et c'est ce qui a été dit quand le président Feu Gnassingbé a quitté le pouvoir. Non. Il n'est pas quitté le pouvoir. Bon, il a été rappelé à Dieu. Voilà. D'accord. Donc, quand le président Feu Gnassingbé était rappelé à Dieu, on avait dit dans ce pays, attention, il faudrait qu'il y ait continuation. Sinon, il y aurait la course aux sorcières. Il y aurait, règlement de compte, il y aurait guerre civile. Voilà. C'est ce qu'ils avaient dit. Et il faudrait... Et Olusegun Obasanjo a bien entendu, il a tempéré. Donc, même
Obasanjo avait calmé la situation en appelant J-Christ Olympio, qui était le leader en ce moment-là, et tous ceux qui sont autour de lui, et tous les opposants pour dire voilà, d'accord, on comprend, et laissez-les, ils vont gérer la situation un peu pour qu'il n'y ait pas règlement de compte, pour qu'il n'y ait pas ceci, et après ils vont quitter calmement le pouvoir et les autres. Mais malheureusement, c'est la même rengaine. 15 ans plus tard, qu'on est en train d'assainir à la population. Avant d'en arriver là, je vais essayer d'apporter de l'eau à votre moulin. 1 minute. Oui, 8 minutes. Au moment où l'option leur a été donnée, la communauté internationale s'est prêtée à accompagner les acteurs politiques. C'est ce qui a débouché sur la signature de l'accord politique global le 20 août 2006. Même au niveau de la PG, mais l'ONU qui a accompagné, c'est la même situation. L'ONU, c'est HCDH. Le HCDH. Le HCDH est venu et je me souviens très bien. Igué Olatokumbo était là. Puis, mais le Togo est sucré, elle ne repart plus. Hein. Et à Takpamé, elle a goûté, elle a vu que c'est sucré. Elle est partie, elle est revenue. Elle n'est même plus, il paraît, dans le système des Nations Unies. Et elle commence pas à faire ses propres affaires. Elle gagne bien sa vie. Elle est retournée encore dans le système des Nations Unies par rapport à un truc de promotion de paix. Et c'est elle qui un fonctionnaire. Elle est devenue fonctionnaire permanente des Nations Unies au Togo. Voilà, donc elle gère la formation des militaires des Nations Unies là qui font donc mais si vous êtes fonctionnaire des Nations Unies et vous vous permettez d'organiser des messes pour la paix et à la présidence dans un pays vous êtes fonctionnaire dans ce Unies, vous venez animer les voilà, messes. Donc on parle de la diplomatie active du régime. Non, je reviens sur ça. Mais avant, je crois qu'il y a un sujet dont j'ai voulu parler un peu, une séance où Tikpi et Tchatikpi, Tikpa Tchatikpi, conseiller de Tikpi, qui haranguait la foule pour amener cette foule à sortir massivement. Demain, j'ai le son. On va passer le son après, mais je vous laisse continuer dans votre idée pour ne pas perdre votre idée. D'accord. Non, moi je dis que ceux qui sont au pouvoir, ils sont dans leur rôle aussi. Hein. Ils sont normal. dans leur rôle de conserver le pouvoir et de jouer des pieds et des mains. Et, pour y rester. Et pour y rester. Et on sait très bien que des gens parmi eux ont commis des forfaits énormes. Et quand ils partiraient de ce pouvoir, quand ils se lèveraient, mais leur derrière serait très sale. Tout à fait. C'est très sale et ils ne veulent pas de ça. Et ils préfèrent. On va faire coucou parce que le temps vraiment nous talonne. Okay. Alors, NSAI, quand on regarde un peu cette diplomatie offensive de unir auprès donc, de chef d'État de la sous-région, et qui dit que vraiment il faut qu'il reste encore pour arrondir les ongles. Ils ont passé 15 ans, ils n'ont pas encore fini d'arrondir les ongles quand même. Les angles. Tony, vous savez, il faut être dupe pour croire encore à ce que demande ce régime. Je ne vois pas quel chef d'État de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être quelques francophones, peut-être Talon est arrivé dans le cadre de l'anniversaire de la CEB. C'est ce qu'on nous a dit. Peut-être que certains francophones peuvent encore croire, mais pas eux tous. D'accord? Parce que si vous avez l'occasion de pouvoir céder après 15 ans, lui-même formellement a dit sur Deutsche Welle, pour que la démocratie puisse s'installer en Afrique, il faut que les mandats soient limités à 2 ou à 3. Au moment où il disait, il oubliait que 2 ou 3 mandats là. C'est rien là. 15 ans, c'est comme 15 minutes. Mais aujourd'hui, c'était sous pression également parce que ça bouillonnait au pays. Oui, bien. Aujourd'hui, ça n'a jamais cessé de bouillonner. Quand est-ce que les Togolais, parmi les 15 pays de la CEDEAO, sur les 15, sur le Togo, quand est-ce que nous Togolais allons goûter également à ce fruit de la démocratie? Est-ce que cette offensive diplomatique là, la C14 l'a fait également? Bien sûr, tu sais, très souvent. Aujourd'hui, la C14 a le vent pour aller vers les chefs d'État. Mais très souvent, quand il y a des problèmes dans un pays, il est rare de voir des chefs d'État recevoir l'opposition. Parce que c'est comme si... Non, rare de voir recevoir l'opposition, mais filmé sur les médias publics. Bien sûr. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes en train de monter l'opposition là contre le pouvoir en place. C'est ce qui se passe donc souvent. Ça se fait en catégorie. Mais aujourd'hui que nous sommes... Hors antenne.
Très bien, très bien. Aujourd'hui que nous sommes dans non, parce que les Togolais, on pousse la C14 à également aller dans une offensive. Mais ils le font. En fait, la C14 dont vous parlez, la C14 transporte les aspirations profondes du peuple C'est togolais. pas seulement C14 partis politiques. Parce que moi je dis même ce qui se passe aujourd'hui, on peut écarter Jean-Pierre Fabre et Adjamagbo et autres là. Le peuple la pression sera toujours maintenue. Le peuple parce que les gens en ont marre. On en a marre. Donc ce balai diplomatique entamé par le pouvoir en place, je crois que c'est encore du gaspillage pour le contribuable togolais. On gaspille les... Non, puisque... Non, si, bien sûr, parce que c'est de l'argent. Ce style a toujours réussi au pouvoir en place. Hein? Non, bon, cette fois-ci, je crois que ils sont en train de jeter un caillou dans l'océan et qui ne trompe jamais parce que il est bien vrai. Tu sais, tout à l'heure on parlait d'une diplomate des Nations Unies, Mme Ige Tokumbo. Tu sais que dans ce pays, il y a un diplomate qu'on a enlevé, dont l'État a mis fin à la mission, il a pleuré à chaud de larmes parce qu'il se faisait des sous au Togo. Il protégeait tellement le pouvoir que c'était des sous, des millions qu'il gagnait. Je donne pas le nom de Félix, tu as déjà parlé, je vais donner la parole. Le diplomate on va pas donner le nom. Européen qui est à la retraite et qui est revenu rester au Togo. Il y a du cycle du miel au Togo. Mais c'est ça. Il fait du sport le matin. Nous Togolais, nous tirons le diable par la queue, d'accord. Donc ce balai diplomatique là, c'est-à-dire que je vais les encore répéter. Tu veux parler de Tony Blair ou qui? Non, il y a Tony Blair également qui se fait donc voir tout le temps au Togo. Non, Tony Blair n'a jamais été diplomate. Il n'a jamais été diplomate, c'est un ancien premier ministre. Sauf que lorsqu'il était aux affaires, il ne connaissait pas le Togo. C'est maintenant qu'il connaît le Togo. Voilà, pourquoi il est si présent. C'est vrai qu'il a du jeu au Togo. Et il est devenu conseiller économique, d'accord. NSA, tu as puisé ton temps. Alors, tu m'as pris beaucoup de secondes aussi. Ce balai diplomatique auquel s'offre aujourd'hui le pouvoir en place dans la sous-région, est-ce que ça va porter encore ses fruits comme d'habitude? Parce que moi, je ne le pense pas, parce que les informations que nous avons en notre possession démontrent à suffisance que les chefs d'État de la communauté sont tellement avertis par rapport à la situation du Togo. Et vous êtes sûr? Oui, d'ailleurs le dernier communiqué en dit long, parce que si ça brûle, ça va brûler pour toute la sous-région, ça ils sont conscients. Et la preuve en est même qu'ils ont encore sorti un autre communiqué. Et de quoi parle ces deux communiqués en fait? Mais le second communiqué parle de la modification de l'article 60. Oui. Et qui en réalité que le pouvoir devait transformer en projet de loi pour envoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Quoique certains avancent des arguments pour dire qu'en réalité le Togo est un État souverain. L'honorable Christophe Tchao dit souveraineté, indépendance du Togo et qu'ils doivent toucher toujours à ce projet de loi du constitutionnaliste sénégalais. De toutes les façons, c'est ce qu'on va voir. On est là, on est Togo, on va voir. Et en dehors de ça, par rapport à cette histoire de... Mais la CEDEAO appelle également les Togolais à la non-violence, à préserver vraiment la paix. Mais d'où viennent les violences? Parfois, les violences viennent également des manifestants. En faisant quoi? Qui jettent des piottes, qui provoquent les soldats. De toutes les façons, pour que ça dégénère. Non, Tony, et puis, il y a parfois également des militaires habillés en civil qui s'introduisent aussi dans mais c'est ça le problème. Non, il n'y a pas que les militaires, il y a également les jeunes excités et agités aussi. De toutes les il faut le reconnaître. Non, il faut dire que dans le Paris, les manifestants aussi, il faut oublier que le pouvoir même fait injecter des gens parmi les manifestants pour provoquer. Ça, on en a connu. Pour provoquer. On en sait quelque chose. Lorsque les marches sont bien quadrillées, oui. Philippe de Savy, NSAI et Justin, vous vous rappelez quand une marche avait été bien faite et que l'opposition avait dit nous, à la C14, nous voulons mettre maintenant nos propres agents de sécurité pour protéger. On a eu à arrêter, à mettre la main sur au moins 3 ou 4 jeunes qui étaient surexcités et qui voulaient provoquer les soldats. Lorsqu'on les a remis aux soldats, devant, on les a libérés, on s'est rendu compte que c'était des gens envoyés par même de ça, parti. Je me rappelle encore des manifestations mais il faut quand même dire qu'il y a également des jeunes surexcités de l'opposition qu'il faut canaliser. Je ne peux pas. Nous sommes des hommes. Je n'ai pas d'éléments d'appréciation pour dire que ces jeunes-là qui est surexcité de l'opposition. Oui. Mais ce que je sais, je maîtrise, c'est que lorsque les agents, les jeunes-là qui assument la sécurité tout au long du cordon, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'ils sont bien organisés, on ne parle pas de ceci, on ne parle pas d'organisation externe, tout. Il n'y a pas de problème. La plupart de ces jeunes-là qu'on a arrêtés dans les manifestations et posés tête, ils sont porteurs d'armes. Ils sont porteurs d'armes. Oui, ça, on en a vu. Je sais que tu avais filmé un élément. Ça, c'était Abbé.
Non, pas à Baie. Au niveau de Baie, sur la bretelle en allant vers... Bon, je me rappelle plus, mais on a arrêté au moins 2-3 au niveau d'Atikoumé, au niveau de également comment on appelle, l'Omégan. On a arrêté des gens. Au niveau de Baie, je me rappelle que tu avais même filmé l'élément et qu'il y avait le confrère Asion Francis Pedro qui avait demandé aux manifestants de ne pas molester le gars. Et à la fin, on a remarqué sur sa carte professionnelle, c'était un gendarme. Un gendarme. Je me rappelle. Voilà, je me rappelle. Au niveau de Béchâteau, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Et Tony, Justin, juste 30 secondes pour dire que des fois aussi, les manifestants de l'opposition disent quand il n'y a pas course-poursuite un peu là, c'est pas bien. Je l'ai dit tantôt. Oui, non, mais c'est dit qu'il y a des gens qui disent on n'a plus humé le gaz, ça fait longtemps. Non, c'est-à-dire, c'est comme si à Ného, quand le vaudou au Gougou sort là, il y a un vaudou qu'on appelle Adjekblewi. C'est lui qui donne fait le tonus. Le tonus, les gens courent beaucoup. Et quand on court un peu comme ça, on dit aujourd'hui là, ça a été bien. Mais et il y a c'est juste des taquineries. Oui, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Mais ce que vous dites là, je l'observe souvent lors des manifestations. Lorsqu'une manifestation comme celle de la fois dernière n'a pas de problème, tout et tout, on n'assiste pas à ce genre d'agitation. Mais lorsque tout au long, sur le trajet, à un moment donné, on voit un cordon. Ça rend furieux. Mais on dit, voilà le cordon qui est là, vous dit, malgré que sur la feuille, sur l'itinéraire, c'est la voie que vous devez emprunter, mais on a reçu l'ordre de vous dévier par ici. C'est ça qui énerve les gens. C'est ça. C'est-à-dire que puisque les gens qui sont venus à la manifestation, ceux qui seront là déjà, ils savent que demain, le rassemblement, c'est au niveau du Carrefour, du marché de Baie et Begakoto. Donc, le premier itinéraire, c'est du marché de Baie, passant par la voie pavée, à Corée, aussi de suite. De l'autre, c'est sur la voie Malfakassa, passant par, comment on appelle, l'église catholique Maria Goretti, ainsi de suite. Mais si arrivé à un moment donné, on constate que devant, voilà les condoms des forces de l'ordre qui sont positionnés et tout, et que même dans le sillage, on voit un jeune à qui on a très rapidement remarqué que c'est un Toukoubi. Voilà, quelqu'un qui en réalité, qui bosse pour les corps habillés, mais qui est venu en civil, histoire de pouvoir peut-être chercher peut-être à identifier quelqu'un, à le vendre par après, à prendre l'argent, tout et tout. Ça, on en connaît. Si ce constat-là est fait automatiquement, ça amène des gens à être surcités. C'est le constat. Mais il faut quand même dire que les premiers responsables, à un moment donné, ils arrivent à jouer un grand rôle. C'est là où moi je dis que, une fois que la loi autorise aux citoyens togolais de manifester pacifiquement, tous ceux qui auront la volonté de quitter, ou que ce soit à Chemo, à Klakou, ou à Neho, ou n'importe où, pour venir à la manifestation demain, il va falloir que les forces de l'ordre puissent les laisser passer. Tony, par exemple, c'est vraiment important. Non, je voudrais dire à Tony, par exemple, quelqu'un qui veut quitter Agoué Zongo pour venir au point de rassemblement à Baie, vous voulez qu'il passe ou pas? Un militaire qui lui demande, tu n'as pas appris qu'on ne marche pas ici. La personne a quitté Agoué Zongo. Pour arriver à Baie, il doit passer par où? Est-ce qu'il doit prendre l'hélicoptère? Mais c'est ça, même le problème. Et puis on lui dit, on ne vous a pas dit, vous, d'Agoué, de ne pas aller marcher, que c'est ceux qui sont à Baie qu'on a demandé d'aller marcher. Mais c'est ça le problème. D'accord. Donc, maintenant, par rapport à ta question, Tony, je voudrais clôturer là-bas pour dire. Tu as déjà répondu à ma question. Oui, non, tu m'avais pris quelque temps. Par rapport au lobbying que le pouvoir est en train de faire. L'opposition, oui. Que le pouvoir est en train de faire. Sincèrement, je vous dis que c'est plus possible parce que si la CEDEAO, malgré les récriminations du pouvoir, si la CEDEAO a fait sortir encore un communiqué hier seulement et qu'il a dit que c'est seulement l'article 60 qu'ils ont retouché parce que au lieu de vouloir exprimer, ils ont parlé de inscrit. Il faut savoir que la CEDEAO aussi. Et puis, on parle de la mise en œuvre. Voilà. On parle de la mise en œuvre et on parle également donc, de cette pression populaire, pression de rue qui va encore commencer demain et qui va gronder. Eh bien, Tchatikpi, Ouro, et donc Tikpa, c'est ça? Ouro Tikpa, bon, donc Ouro Tikpa, Tchatikpi harangue la foule et les militants du PNP. On sait que ANC, CDPA, ADIP, FDR, Togo Autrement, UDS Togo, le PNP, d'autres formations politiques que je n'ai pas. Le CAR, voilà, et consorts se sont unis. Alors, Tchatikpi va donc haranguer sa foule. On va l'écouter juste un extrait et puis on revient juste derrière. Je crois que nous sommes trompés. Élément, on va essayer de voir au niveau de la technique. Le bon élément. Mais nous n'avons pas assez parlé justement de ce déboulonnage de fichiers électoraux où on parle de 38 308 enregistrements multiples. Et pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver à ce que des gens aillent
se faire recenser de façon multiple, Félix de Savi. Et comment est-ce qu'on n'arrive pas à les déceler? Tony, Félix, c'est lui le spécialiste. Non, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a fait comment 4 ou 5 à Lomé. Et c'était adopté, il me semble. Non, il y en a beaucoup. Donc, qui s'appelait maintenant Dossavi Félix. Après, Félix Dossavi. Après, c'est Anoumou Dossavi. C'est Anoumou Dossavi Félix. Et la personne, j'ai dit, c'est extraordinaire. Mais comme il paraît que la machine a pu identifier et couper, et bon... je reste dubitatif sur ce point-là. Je crois que la technique est prête. On va écouter cet élément-là. Je vous annonce que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition organise les marches pacifiques et publiques les jeudis 29 novembre, samedi 1er décembre, lundi 3 décembre et mardi 4 décembre 2018. Voilà, Urotikpa Tchatipi, dans ses œuvres qui haranguent la foule lors de leur dernière réunion samedi dernier au siège du PNP à Lomé. Faut-il rappeler que déjà au lendemain des manifestations du 19 août, le siège du PNP avait été pris à partie et bien brûlé. Mais les gens tiennent bon dans ce quartier-là. Mais on a l'impression qu'on veut construire un deuxième baie à Agoué, cher confrère Justin. Parce que les jeunes de baie et d'Agoué, quand ils sortent pour aller manifester, on leur dit non, que vous n'avez pas ce droit. Non, c'est ce que moi je crains. Parce que tel que ça s'est passé l'autre fois, si ceux-là qui tiennent ce genre de discours vont encore peut-être chercher à bouleverser donc, les habitants, enfin, nos frères Kotokoli qui sont dans la zone de baie, demain, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais seulement, je fais seulement observer qu'au-delà de tout, je l'ai dit tout à l'heure, mais les gens sont tellement déterminés. Ce n'est pas seulement au niveau d'Agoué. Hein. Quand vous allez à Dido Gomé et autres là, les gens sont fatigués de ce système. Un régime de plus de 50 ans, moi je ne sais pas par quelle alchimie encore quel discours on peut encore tenir devant des gens à l'ère de la mondialisation des réseaux sociaux où les informations partent très vite, où les gens sont informés au quotidien de ce qui se passe autour d'eux dans la sous-région. Et que je fais également observer que lors de la réunion d'Accra, c'est seul le Togo et la Gambie de Yaya Jammeh qui avaient refusé de signer le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie au niveau d'eux. Voilà. Aujourd'hui que la CEDEAO est venue pour imposer, enfin, pour demander à ce qu'on aille vers la sortie de crise, je pense qu'il revient à ce pouvoir-là de faire pleinement son jeu. Parce que le problème se pose... pas pleinement son jeu, mais de saisir l'opportunité pour sortir. Une fois pour toutes. Parce que si on continue toujours pas à jouer... C'est donc la conclusion. Merci. Si on continue toujours pas à jouer la turpitude, je ne pense pas que ça puisse... Avant de vous donner chacun 30 secondes pour conclure totalement, je voudrais donner cette information. Vous savez qu'il y a 2 clubs togolais qui sont engagés dans les compétitions continentales. Hier, vous le savez, il y a Koroki Metete de Tchamba qui était à Dakar au stade Léopold II. Le pôle Sédar Senghor, Jaraf donc de Dakar a battu Koroki Metete Tchamba sur la petite démarque quand même 1-0. C'est lors des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions et que cet après-midi, même au moment où on a démarré cette émission, eh bien, AS Coton Tchad a battu la formation de Gomido de Kwalimé 2-0. C'est la Coupe CAF et pourtant ils étaient allés donc à la pause 0 but partout. Et puis dimanche, il y a Boule-Sous-des-Lacs en 10e journée de la D1 qui va recevoir Maranatha de Firpo. On va conclure rapidement la marche de demain. On va conclure également par rapport à la diplomatie togolaise, les institutions de la République, mais aussi le H-Kroun dont on a oublié de parler, justement le H-Kroun qui a démarré des activités hier pour indemniser des victimes. La phase 2. Oui, la phase 2. Oui. Et Mme Awanana disait qu'elles ont téléphoné, voulaient prendre, je crois, 400 personnes et que malheureusement 4 sont décédés, n'ont pas pu répondre. Ce sont les ayants droit qui viendront prendre les indemnités. Voilà, tout à fait. L'État du Togo a débloqué 5 milliards, encore une fois, pour cette seconde phase. Sauf que quand vous suivez comment ça se passe avec
le témoignage de ceux-là qui sont des victimes vulnérables, qui ont droit aujourd'hui à une prise en charge et puis à l'indemnisation. Vous allez également vous poser des questions par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Togo. La souffrance, ou bien la souffrance, oui, la pauvreté béante. Mais merci, c'est la conclusion. Ce qui a conduit à l'installation même du H-Crown. Là, nous sommes encore dans une situation dont le lendemain n'est pas certain. Voilà. Alors, conclusion, en RDC, eh bien, on a fait donc une sorte donc d'homogénéité au niveau des opposants. On a sorti un certain Martin Fayoulou, mais malheureusement, ça a éclaté. Pourquoi les oppositions africaines ne s'entendent jamais pour aller en rang unique? Et moi, je crois que ça a été une déception pour tous les Africains qui suivent la vie politique et que cette unité s'éclate. Et moi, je crois que c'est juste pour des fins personnels que ça s'est éclaté. Et la population ne veut pas de cette dispersion des forces. Il faudrait qu'ils soient unis pour faire renverser un pouvoir aussi dictatorial que de ce petit... Merci beaucoup. Et selon un sondage, eh bien, Félix Tshisekedi est classé 3e. Et le président du parti au pouvoir est classé premier dans les sondages. Et le deuxième, c'est justement Martin Fayoulou. Je suis venu demander pardon à Simone Gbagbo, dit Guillaume Soro, cher confrère NSAI. Mais moi, j'étais un peu surpris, mais c'est la politique. Puisque aujourd'hui, qu'il est laissé par Ouattara, on a l'impression que Guillaume Soro est abandonné par Ouattara. Il faut trouver des échappatoires. Voilà, de ça. Donc, il trouve maintenant un soutien pour accéder à la présidence. Puisque Ouattara ne sera plus candidat, il cherche un moyen pour accéder à la présidence. Donc, il veut faire allégeance. Et vous allez voir ce qu'il va faire après. Maintenant, pour conclure, par rapport à la crise, à la situation au Togo, ce que moi je vais dire, c'est que les Togolais doivent prendre en main leur destinée. Lui ne viendra le faire à notre place. Si aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la suite dans notre chevet, il faut que nous-mêmes nous fassions tout. Et quant au pouvoir, je l'ai dit, je vais le répéter, qu'il s'agit de l'occasion. Parce que avec ce qui s'est encore passé aujourd'hui à la commission des lois à l'Assemblée nationale, et où même, on n'a même pas vu le test de l'expert, même pas le test qu'eux-mêmes avaient envoyé, c'est un autre test carrément qu'ils ont encore amené. Merci NSAI, merci Justin Lani, vous avez fait les 50 km, merci infiniment, merci Félix Salmo de Savi, Tony Marcel on m'appelle, technique assurée par Comi Christophe, rediffusion de cette émission à 22h temps universel, au revoir et à mercredi prochain. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah.